Vas-y. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, vous savez, Presse du cinéma, on parle des choses qui sont autour du cinéma et on va parler d'un livre, vous le voyez, il est là, il est en grand, nous sommes avec monsieur Marvin Montes qui a écrit un livre et qui va vous montrer lui pour qu'il soit en plus gros encore. Vas-y, montre le livre, n'hésite pas. Allez, attends, allez, voilà. Édition Art Dark, 18 € pour 187 pages. Salut, comment tu vas? Eh ben écoute, salut à toi, eh ben, merci pour l'invitation, ça va très bien. Donc, précisons aussi vite fait pour les gens qu'en plus, hein, on discute un peu sur certains Discord et tout, donc le monsieur, il est presque chez lui. Presque. Me dis pas ça parce que tu sais, ça peut aller vite. Voilà, pour ça je dis presque. Alors, avant de te présenter et tout, on va faire un portrait hongkongais, si ça te tente. Ah, c'est un peu comme un portrait chinois, mais comme c'est hongkongais, c'est chinois, mais pas 100% chinois non plus. Ouais, je vois le genre. Alors, on commence. Si tu étais un réalisateur de films de Hong Kong, qui serais-tu? Ah, je serais Choi Ark immédiatement, sans problème. Enfin, j'aurais aimé. D'accord. Pourquoi Choi Ark? Pourquoi Choi Ark? Parce que c'est en fait, c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, de toute époque et de tout continent confondu, tout simplement. Parce que il y a un aspect du cinéma en général qui me passionne, c'est le montage et le découpage. Je n'ai jamais trouvé plus inventif que chez Choi Ark, à mon sens. Difficile, effectivement. Alors, avec quelle bande originale dans les oreilles est-ce qu'il faut lire ton livre? Il faut la lire avec la bande originale de Polystory. D'ailleurs, si vous l'avez lu sans, relisez-le avec. Tout de suite. Voilà, très bien. Si tu étais un studio de Hong Kong, tu seras lequel? Alors ça, c'est super compliqué. Alors la Film Workshop, c'est interdit du coup. Voilà, du coup, c'est ce que j'allais dire, que je vais pas répondre la Film Workshop. Je sais pas là, c'est super dur ce que tu me demandes. Est-ce qu'on va aller vers la facilité ou pas? Telle est la question. Après, si on doit se baser sur les studios qui sont évidemment les plus connus et surtout les plus représentés dans le bouquin, j'aurais peut-être tendance à dire que je serais du côté de la Golden Harvest. Très bien. Parce que de toute façon, on a dit qu'on lisait le livre sur la bande son de Polystory, donc il n'y a pas de raison de changer. Ça tombe sous le sens. C'est pas faux. Et du coup, si ton livre était un film, ça va commencer à devenir très compliqué. Donc je vais te dire avant ce que je vais pas te dire parce que c'est trop facile. Tu vois, je vais pas te dire que mon livre est The Blade. Parce que c'est trop facile. En même temps, si c'était The Blade, ça veut dire qu'il serait génial, mais vachement difficile à suivre, avec des trucs un peu fous, des tournures de c'est vrai. Il serait difficile à suivre et en même temps plutôt accessible, je trouve. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que c'est un film. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Choi Ark. Je pense que si tu cherches pas à trop intellectualiser le truc, tu peux aussi le vivre comme un divertissement ultime, quoi. Tu vois. Et donc t'as pas de problème. Mais ça serait un peu prétentieux de dire ça, je pense. Écoute, je vais choisir la facilité. Encore une fois, je vais faire une pirouette. Je vais dire que je serai à toute épreuve, que je serai hardboiled tout simplement parce qu'il est sur la couverture. Voilà, ça permet de remontrer le livre. Et non, et parce que c'est évidemment pas pour rien qu'il a été choisi. C'est parce que Choi Ark, bien sûr, mais évidemment John Woo, et aussi parce que c'est peut-être une des passerelles les plus évidentes, mais aussi les plus répandues, tu vois, pour accéder au cinéma de Hong Kong, et que Hardboiled, malgré le fait que ce soit un film très connu, très accessible, très populaire, c'est un truc que je revois régulièrement et que je redécouvre encore, tu vois. Donc oui, je pense que pour moi c'est le film d'action quasiment ultime, tu vois. Donc ce serait ça. Dernière question de ce portrait presque chinois. Ouais, ce portrait colonial. Bon. On peut dire. Écoute, on peut dire ça. Bon, si tu le dis. Non, c'est horrible en fait, mais oublie. Bref. Je sais pas, moi, Hong Kong, voilà, tu comprends quoi. Oui, t'en fais pas, j'ai compris. Alors, si tu devais remplacer un acteur dans un film que tu aimes bien, en gros, si tu avais l'opportunité de remplacer un acteur dans un film, lequel? Là, pour le coup, c'est facile, je remplace Vincent Zhao dans The Blade. Tu vois, immédiatement. Alors, par qui? C'est ça la question. Alors là, je peux pas te dire, c'est vachement dur, mais je le remplace, clairement. D'ailleurs, je vais pas faire du référencement maintenant et faire mon autopromo, mais ça a toujours été mon écueil de The Blade, c'est Vincent Zhao en fait. Il m'embête beaucoup. Quand il se bat, je le trouve très bien parce que je pense que c'est un artiste martial relativement correct, voilà. Mais je trouve que quand il doit jouer, quand on parle exclusivement d'art dramatique, il est un petit peu limité.
Donc je le remplacerai. Un ami qui habite à Hong Kong, il dit qu'il a une tête un peu de chien battu. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Et moi, j'ai un ami qui anime un podcast avec moi qui me dit qu'il a une tête de bonnet. C'est comme tu préfères. D'accord. Et c'est pas méchant, hein. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Disons que sa tête va pas avec le film. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais son jeu ne va pas avec le film. Tout d'un coup, tu vends vachement bien The Bleed et compagnie. Non, mais tu sais que c'est en plus, c'est même pas moi qui le dis, puisque Treyarch lui-même dit qu'au bout d'un moment, il a lâché l'affaire et qu'il a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il pouvait pas en tirer grand-chose. Donc finalement, tu vois, si le maître le dit, c'est qu'on a raison. D'accord. Alors, on a arrêté là le petit portrait hongkongais. Du coup, on va revenir à des questions un peu plus simples, peut-être pour s'aider un peu quand même. Alors, écoute, on est chaud là, on peut faire ça pendant 2 heures. Alors oui, moi je m'appelle Marvin Montes. Voilà, je suis auteur, pourrait-on dire maintenant. À la base, je viens du podcast en fait, puisque j'anime un podcast qui s'appelle Final Cut depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est un podcast qui parle de réalisateurs et réalisatrices de cinéma, tout simplement, avec plein d'invités différents. Voilà, j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de monde, que ce soit des youtubeurs, d'autres podcasters, que ce soit des gens qui travaillent dans des festivals, des gens qui viennent des médias, enfin voilà, tout le monde quoi. Et puis depuis un peu plus d'1 an, j'ai aussi lancé un autre format qui s'appelle Hcast avec mon binôme donc Erwan Kirok, qui est monteur vidéo et qui s'intéresse exclusivement au cinéma d'Asie. Alors principalement au cinéma de Hong Kong évidemment, mais on fait aussi quand on peut, parce que pour l'instant il n'y a que 12 épisodes, mais voilà, on s'intéresse aussi au cinéma japonais, coréen, voilà, et puis c'est pas terminé quoi. Il y a encore énormément de choses, c'est un réservoir inépuisable. Sinon à la base, avant d'écrire des bouquins, j'écrivais sur internet en fait. J'ai été dans quelques rédactions sur divers sites, voilà, ce que j'ai plus trop le temps de faire aujourd'hui pour le coup, mais voilà un peu qui je suis quoi. D'accord. Le cinéma de Hong Kong et toi, vas-y, raconte-moi. Alors, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire d'amour et désamour parfois. C'est-à-dire que le cinéma de Hong Kong à la base, pour moi, bon, ça je le raconte dans le bouquin. Hein, tu vois, je fais un peu d'auto-promo permanente. C'est vrai que c'est vrai que c'est un épisode d'auto-promo. Non, en fait, le cinéma de Hong Kong, pour moi, c'est un cinéma avant tout de vidéoclub. Après, comme je pense beaucoup de fans de cinéma de Hong Kong et de cinéma d'Asie en général, on n'est pas beaucoup, voire très peu, à avoir connu des vraies sorties hongkongaises en salle, tu vois, en Occident, c'est compliqué. Donc oui, c'est un cinéma de vidéoclub, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt, en fait, pendant mon enfance, voire préadolescence, tu vois. Je me rappellerai, en fait, de quelle manière j'ai découvert, il y a plusieurs histoires, je sais pas trop chronologiquement lesquelles arrivent avant les autres, mais la première bande-annonce vraiment qui m'avait secoué, c'était The Killer. Je me rappelle que c'était placé au début d'une VHS, mais alors te dire laquelle à la base, hein, je peux plus te dire, mais en tout cas ça vient de là. Et c'était The Killer et ça m'avait vachement intrigué. Je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, ça m'a l'air complètement étrange quoi. Et je me souviens que justement dans ce fameux vidéoclub de province, là où je vivais, il y avait une VHS de The Killer que j'avais loué quoi. Et en fait ça a démarré de là. À partir de là, il y a un truc qui se passe souvent chez les gens qui aiment le cinéma de Hong Kong, c'est qu'on a tendance à devenir un peu monomaniaque. Je pense que tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que tu sais, quand on commence à s'éloigner de ce qu'on a connu, c'est-à-dire quand tu es formé plutôt par un espèce de cinéma américain ou français, européen en général, quand tu découvres ce genre de cinéma d'Asie qui est complètement à l'opposé de ce que tu connais, ça peut très vite, si t'es perméable et si tu l'acceptes, parce que c'est pareil encore, c'est une espèce de curiosité au début, tu vois. En fait, ça t'éloigne complètement de ce que tu aimais et ça devient presque une espèce de nouvelle zone de confort, tu vois, tellement c'est différent au niveau narratif, au niveau visuel, au niveau du découpage, du montage. Enfin, c'est quelque chose qui te bouscule, quoi, tu vois, vraiment. Et si ça te marque vraiment comme ça, tu peux vite être amené à ne pouvoir être à l'aise que là-dedans. Et c'est ce qui m'est arrivé un petit peu, c'est-à-dire après John Woo, j'ai commencé comme tout le monde, à passer par les grandes figures, tu vois, à découvrir Jackie Chan, à découvrir Bruce Lee, à découvrir ensuite les Wuxia, à découvrir voilà, tout quoi, tu vois. Et il y a un truc qui s'est passé, c'est que au moment de l'essor du DVD, et ça commençait déjà sur la fin des VHS, c'est qu'on a beaucoup d'éditeurs qui sont un petit peu rentrés dans ce game-là, quoi. Et tu vois, l'offre s'est multipliée. Et on va dire que qualitativement, après, on a beaucoup plus vite eu accès à des films qui étaient parfois de qualité moindre. On le sait.
Et quand tu regardes que ça, au bout d'un moment, bah parfois, tu sais, quand t'es un peu monomaniaque, je pense que c'est une histoire de phase, tout ça. Au bout d'un moment, tu décroches. Et pendant un moment, j'ai décroché. Et puis bon, on va dire que l'actualité hongkongaise post-rétrocession a pas toujours été très engageante non plus. Disons que le cinéma, tu sais, le cinéma chinois d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut y trouver moins d'attache, même s'il y a beaucoup de choses que j'aime aussi, hein, mais voilà. Et en fait, eh ben, voilà, c'est quelque chose qui m'est revenu par phase. Tu vois, très récemment, enfin, il y a quelques années de ça, quand on a commencé à parler avec Erwan, parce qu'on s'est rencontrés avant de faire Hcast, hein, on avait travaillé ensemble sur Final Cut, sur John Woo notamment, et quand on a commencé à reparler, à monter ce projet-là, bah, tu vois, je me suis remis dedans. Alors, je me suis remis à tout revoir. Bon, pour le livre, j'en ai revu un paquet aussi, hein, tu vois, je cite pas tout, mais j'ai revu beaucoup de choses. Et en fait, je suis retombé dedans au moment de faire Hcast, pour le coup, et c'est par cet intermédiaire-là que ça m'a donné envie de réécrire des choses sur le cinéma de Hong Kong et que peu à peu, c'est devenu un bouquin, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, hein, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc le cinéma de Hong Kong et moi, je pense que c'était une espèce de coup de foot de gamin, et puis après, c'est devenu un truc un peu platonique des fois, et puis des fois, tu y reviens, des fois, t'en repars. Enfin, c'est toujours une histoire compliquée, mais tu y reviens toujours, quoi. Je me reconnais tellement dans ce que tu viens de dire. Mais tu sais quoi, je crois que tous les gens qui font partie de cette espèce de communauté de fans de cinéma d'Asie en général se reconnaissent, quoi. Je trouve vraiment que c'est un truc de face, quoi. C'est étrange, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai souvent entendu. En tout cas, vaut mieux parler de phase que de vague. Hein. Ouais, effectivement. Et, bon, bah, du coup, tu as déjà répondu aussi pourquoi avoir besoin d'écrire le livre, mais j'ai envie de te dire aussi comment. Parce que tu as contacté l'éditeur, c'est l'éditeur qui t'a contacté, Ouais. ça s'est passé comment? Alors en fait non, en fait c'est une histoire extrêmement commune que je vais te raconter. T'attends pas un scoop de fou, c'est vraiment une histoire basique. C'est-à-dire que en fait j'ai commencé à écrire des trucs sur le cinéma de Hong Kong au moment où on a redémarré Hcast. Et en fait, voilà, c'était des petites réflexions à droite à gauche. Je me suis dit peut-être que je pourrais écrire ça sur Internet, peut-être que je pourrais garder ça pour moi, j'en sais rien. Et c'était des histoires, enfin des petites critiques ou des petits débuts d'analyse, tu vois, ou du prolongement d'analyse préexistante. Voilà, il y a un peu tout ça dans le livre, c'est un peu tout, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, bah, ça a pris la forme, ça a commencé à s'agencer, quoi, tu vois. Je sais pas trop comment, mais il s'est passé un moment où je me suis dit, ouais, écoute, pourquoi j'essaierais pas de faire un bouquin, voilà. Parce que en plus de ça, je connais déjà des auteurs, tu vois, je sais que c'est possible, quoi. Et je sais pas, c'était un truc que je matérialisais assez bien. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je me suis dit, maintenant que je suis retombé à fond là-dedans, pourquoi pas, tu vois. Autant prendre un sujet que tu maîtrises que sur le moment, quoi. Et donc, j'ai contacté, oui, des éditeurs, pas beaucoup finalement, et j'ai eu des discussions plus ou moins poussées avec certains. Et donc, il y a Mathieu de chez Aardvark qui a été le plus enthousiaste, le plus réactif, et celui qui m'a le plus paru à même de m'aider pour ce livre, en fait. Voilà. Parce qu'à la base, je m'étais toujours dit, de toute façon, c'est un truc que je disais à Erwan, d'ailleurs, je disais de toute façon, si je trouve pas d'éditeur, au pire, je m'auto-éditerai. C'est pas péjoratif, hein, pour les gens qui s'auto-éditent, attention, je me suis dit, mais bon, au pire, tu vois, j'ai envie de le sortir, tant pis, même si c'est juste pour moi ou pour quelques personnes, je m'auto-éditerai. Et en fait, j'ai pas eu besoin. Moi, j'ai fait partie de certaines personnes, je peux pas dire pourquoi, qui ont eu de la chance, je pense, au bon endroit, bon moment. Et j'ai pas du tout galéré à trouver l'éditeur, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé, en fait, à Mathieu, je sais pas, je devais avoir écrit peut-être la première partie ou un truc comme ça, et un plan détaillé de ce que je comptais mettre dedans. Et en fait, il a été très vite partant, quoi. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait. Voilà. Ah, c'est bien les choses simples aussi, des fois. Ouais, c'est bien de le rappeler aussi, que parfois, voilà, ah, il n'y a mais, pas besoin tu vois, de parce que miracle et tout, ça peut moi c'est arriver. vrai qu'on m'a souvent dit, tu sais, ouais, tu vas galérer, tu vas en chier, c'est dur de trouver un éditeur, machin. Et parfois, on peut avoir de la chance, tu vois. Alors, voilà, il faut reconnaître quand tu as eu de la chance, et j'ai eu de la chance sur ce coup-là, et tant mieux, tu vois. Et comme le livre est pas mal, j'ai envie de dire, on a eu de la chance. Voilà. Eh ben, écoute, j'espère. Et du coup, quel était le but? Enfin, quel est le but du livre? Quand il écrit, à la fin, tu décris que le but n'est pas d'en faire une encyclopédie, c'est certes. Mais quel est le but? Quelle est la portée que tu espères avoir avec ce livre? Alors, écoute, ça va te faire rire, mais c'est pas un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi. En tout cas, je sais. Enfin, c'est étrange, mais je sais pas exactement à la base. Enfin, au fur et à mesure, ça s'est éclairci, tu vois. Mais au début, je savais pas exactement où j'allais, mais je savais où je voulais pas aller. C'est-à-dire que cette fameuse phrase du ce n'est pas une encyclopédie,
Ça, je savais depuis le début, parce que déjà, je m'estime pas avoir la capacité de faire une encyclopédie, et il y en a déjà qui existent, et elle serait bien mieux que ce que je pourrais faire, tu vois. Donc, j'ai pas envie d'aller sur le terrain des gens qui font de l'encyclopédie, qui font des choses extrêmement détaillées, extrêmement pointueuses. C'était pas ça que je voulais, tout simplement parce que c'est pas ce que j'aime lire, moi. Tu vois, personnellement, je voulais faire un truc que j'aurais voulu lire, que j'aurais voulu, tu vois, que voilà, qui me plairait à moi, et c'est-à-dire que moi j'ai besoin, et c'est ça le but de ce livre, en tout cas ce que j'espère avoir fait, c'est de faire quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que je voulais que ce livre-là, ça soit un livre qui parle de ça, qui raconte l'histoire du cinéma de Hong Kong à travers, évidemment, des points de repère chronologiques, hein, on est obligé d'en mettre, si tu veux. Mais je voulais que ce soit subjectif, je voulais que ce soit un livre qui vienne de moi, en fait, surtout. Que ça soit, qu'on ressente un point de vue. C'est ça qui m'importe le plus, c'est qu'on ressente un point de vue. Après, le reste, tu vois, donc, que t'aies pas parlé de ça, ou que t'aies parlé de ça plus que ça, ou que t'aies donné plus de place à ça qu'à autre chose, je m'en fous un peu. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment faire un truc qui me ressemble, en fait. C'est con, hein, mais je voulais vraiment faire quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que je voulais que ça ait mon point de vue, et le point de vue des gens, à qui j'ai proposé d'intervenir aussi sur le livre. Et je voulais vraiment que ça soit un truc semi-collégial, semi-très personnel, tu vois. Qu'on ressente que les gens derrière, bah, en fait, ça vient d'eux, et c'est ce qu'ils pensent eux. Et que ça soit pas juste de l'étalage historique. Il y a des gens qui sont très très forts là-dedans. Moi, c'est pas mon cas, tu vois, je le sais. Donc, je préférais que ça soit quelque chose de personnel et de subjectif. Un peu comme alors j'aime pas trop ce mot, mais un peu comme un critique qui étalerait un dossier sur 300 000 signes au lieu de le faire sur 20 000, tu vois. Je voulais vraiment avoir cette démarche-là, ça me plaisait plus de faire ça. Et d'autant plus que j'avais pas l'exemple, par exemple, parce que j'ai consulté évidemment beaucoup de sources, alors principalement des sources anglophones, hein, pour se documenter. Il y a beaucoup de livres anglophones, en fait. Et j'ai lu beaucoup de livres qui sont des trucs super précis, super pointilleux, mais qui donnent pas toujours de point de vue, tu vois, parce que forcément, quand tu évoques des faits, en général, tu te places tu te détaches un peu, tu vois, de l'aspect, on va dire, analytique, quoi. Et donc, je voulais donner mon avis, en fait, tout bêtement. Puisqu'il parle de collégialité, on va déjà attaquer un truc que j'avais prévu de sortir. Je sais même pas si ce mot existe, mais pourquoi pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était déjà où? Page 115. J'ai l'impression d'être à l'école. Prenez votre livre, page 115, s'il vous plaît. Je prends le mien aussi, parce que là, tu sais, la pagination, je la connais pas par cœur. Vas-y, fais-moi. La partie qui s'appelle HKmania, d'ailleurs, référence, je pense, au site. À la base, pas vraiment, en fait. Je te cache pas que j'y ai pensé après, mais je suis désolé, mais c'était pas du tout ça. Tant mieux, ça fait une petite référence en plus. Mais surtout, cette partie-là, et la manière dont l'histoire est racontée sur Génovèse et tout, j'ai tout de suite pensé à un pote qui s'appelle Daniel Richo, et je me suis dit, ça, c'est lui qui lui a dit, parce que c'est écrit de la même manière que lui il le raconte. Évidemment, puisque Daniel que tu connais, que nous connaissons, est de toute façon cité dans les remerciements. Parce que j'ai bien précisé qu'il m'avait donné accès à ses archives et à ses connaissances, et donc bien sûr, parce que Daniel, en fait, on a été mis en contact à un moment pendant la rédaction, en fait, et c'est vrai que je lui ai demandé, parce que je sais qu'il est très très fort sur tout ce qui concerne Bruce Lee, tu vois, l'exploitation de Bruce Lee en salle, notamment en France, en Europe. Et donc je lui ai demandé, c'est quoi à ton avis ta version de ce qui s'est passé vraiment, parce que tu vois, cette version-là, je la connais plus ou moins, mais il y a beaucoup de trucs qui diffèrent, il y a beaucoup de points de vue divergents. Il y a René Château qui raconte des choses, et puis tu retrouves une autre interview de René Château, il raconte plus tout la même chose. T'as des gens qui disent non, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est l'enfer. Et donc du coup, j'ai souhaité prendre le point de vue de quelqu'un qui pouvait réunir assez de sources, qui pouvait d'ailleurs me sourcer ce qu'il me disait, ce qui était le cas de Daniel, ce qui est important, et qui puisse m'expliquer, selon ce qu'il avait retenu, comment ça s'est vraiment passé. Et donc au travers de ce que lui a comme matos, hein, parce qu'il a aussi du matos, c'est important, et des témoignages qu'on a pu recouper après, il s'est avéré que cette histoire... Il n'a pas un peu de matos. Oui, il a un matos de folie. Mais et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour le coup, on a réussi à retrouver plus ou moins une espèce de trame de l'histoire telle qu'elle s'est peut-être réellement passée. Après, comme tu l'as dit, c'est une histoire à raconter, donc tout est au conditionnel là-dedans, c'est-à-dire que je précise bien les moments
ou tel fait vient de telle personne, hein, qu'on vienne pas me dire ensuite, tu sais, oui, mais ça, c'est pas vrai, on n'en sait rien. Non, non, moi, je donne des versions selon ce que les gens ont. Et dans ces cas-là, c'est selon René Château. Donc, est-ce qu'il a dit complètement la vérité? Je sais pas, je fais finalement qu'étayer son témoignage. Mais alors après, il y a d'autres détails, hein, évidemment. Je pense que Daniel, si un jour quelqu'un en parle avec lui, il pourra donner plus de détails. Moi, j'ai juste pas mis les détails que je pouvais pas sourcer. Parce que ça, c'est la base de la base. Si t'es pas sûr, tu le mets pas. Donc voilà, tu vois, quand on parle de d'autres versions de Big Boss, par exemple, en salle, avec telle ou telle scène potentiellement existante, les gens racontent des choses, mais tant qu'on n'a pas de matériel pour le vérifier, je peux pas confirmer à 100% que ça existe, tu vois. Donc je le dis pas, voilà, tout bêtement. Je dis qu'il y a peut-être une version qui comporte telle chose, voilà, vous lirez, vous verrez, mais je dis pas qu'elle existe, je dis juste que c'est des faits rapportés. Ça c'est important quand même de le faire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je lisais le livre, et là, je tombe dessus, je fais « Ah, je connais ça !» Ouais, il y a aussi un petit big up d'ailleurs, Daniel, puisque c'est lui, dans un autre passage du livre, c'est Daniel qui m'a sorti un programme de la Warner, avec le titre original qui avait été gardé pour... qui a pas été gardé du coup, pour Opération Dragon. Le titre original français qui s'appelait le Dragon... Attends. C'était le Dragon Noir Riz Jaune. Le Dragon Noir Riz Jaune, voilà, qui était un titre probablement un petit peu raciste, dirons-nous. Mais pour le coup, voilà, j'ai eu accès à ce titre grâce à Daniel aussi, hein, d'ailleurs. Je vais remercier pour ça, parce qu'il a le programme, en fait, original, avec le titre à l'intérieur. Tout à fait. Et du coup, je profite, puisque avant de partir sur cette petite digression, mais c'est parce qu'on y était, tu as parlé des collaborateurs. Donc, les collaborateurs, ils sont présentés au début du livre. Donc, tu expliques qui ils sont, mais je trouve que tu n'expliques pas forcément pourquoi eux. Alors, écoute... la relation que tu as avec eux... Il y a deux choses importantes là-dedans. La première, c'est que c'est des gens... j'ai contacté personne expressément pour ce livre. Tu vois, je suis pas allé les voir en leur disant « Salut, j'ai écrit un livre sur le cinéma HK ». Enfin, si, mais non. Enfin, je t'explique. J'ai pas été les voir en leur disant « Salut, on se connaît pas, mais j'ai écrit un livre sur le cinéma HK, est-ce que tu veux participer ?» Non, déjà, c'est que des gens avec qui j'ai déjà collaboré, que je connais déjà à la base, parce que c'était important d'avoir des gens en qui j'avais confiance, quoi, tu vois, dont je connaissais le travail. Et d'ailleurs, je suis très satisfait du travail qu'ils ont fait. Honnêtement, j'ai quasiment rien eu à repasser sur ce qu'ils ont fait. C'était très bien. Il y a des gens, bon, après, pour la plupart, qui ont déjà écrit, qui ont déjà produit du contenu à droite à gauche, je sais très bien de quoi ils sont capables. Et la deuxième chose, c'est que je voulais des points de vue divergents du mien, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un ouvrage extrêmement subjectif. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est basé avant tout sur mon point de vue. C'est-à-dire que tu pourras remettre en cause, en termes analytiques, tout ce que je dis, puisque ça n'émane, en fait, que de moi, si tu veux. C'est-à-dire que c'est mon avis. C'est pas forcément celui d'un... Je te parle quand on rentre vraiment dans des trucs subjectifs, c'est-à-dire quand tu donnes ton avis sur telle ou telle chose, bah, ça veut dire que ton point de vue, il est pas forcément... C'est pas une vérité immuable, si tu veux. Les pages noires. C'est les pages noires. C'est-à-dire que ton point de vue, c'est pas une vérité immuable. Tu vois, une théorie sur tel ou tel aspect du cinéma, ou tel aspect de mise en scène, ou telle interprétation, elle pourra toujours être réfutée par quelqu'un, et tu pourras toujours débattre à l'infini, quoi, tu vois. Donc, en fait, la seule chose que je voulais, c'était des gens dont je savais qu'ils étaient très intéressés par ce cinéma-là et qui pouvaient écrire dessus, coupe avec mon point de vue pour donner le leur. Et tu vois, peut-être que de cette manière-là, on pourrait aborder des angles sur tel ou tel film auxquels j'aurais pas pensé. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit, ou tu vois, j'aurais pas pu faire beaucoup plus de choses sur Hardboiled. Pour revenir à Hardboiled, je sais que Stéphane, c'est un film qu'il apprécie, je sais que c'est un film sur lequel il y a des choses à dire, et c'était intéressant que ce soit lui qui vienne en parler, en fait. Pareil pour Gérald et Romain Van de Stichel, qu'on fait quelques pages sur La Rage du Tigre. Ouais, c'est pareil, tu vois, c'est des films comme ça où je me suis dit, moi, peut-être que personnellement, j'ai déjà tout dit, où je pourrais rien apporter de plus à ce qui existe déjà. Donc, dans ces cas-là, autant que ce soit ces gens-là. Et puis, c'est un truc que je précise, il faut pas y voir une attaque ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je voulais aussi donner la parole sur ce cinéma-là à des gens qu'on n'entend pas spécialement en parler, en fait, tu vois. Parce qu'on les connaît, les spécialistes du cinéma de Hong Kong, évidemment. Il y a des gens d'ailleurs, je les cite dans le livre, hein, que ce soit Julien, que ce soit Frédéric Ambroisine ou Arnaud Lanuc, bien sûr. Je les ai cités, hein, quand même, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont été importants, tu vois, qui sont importants, en fait, pour la reconnaissance de cinéma, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils font et pour tout ce qu'ils feront. Mais je me suis dit, pourquoi pas aussi, tu vois, de temps en temps, qu'on change les points de vue, quoi, tout bêtement. Et donc, c'est des gens, en plus, qui viennent d'univers très variés. Tu vois, que ce soit Zoltan, qui vient de YouTube, Stéphane, qui vient à la base de la presse jeux vidéo, ou Gérald, qui vient directement du Festival de Cannes, tu vois. Et donc, ça permet d'avoir des points de vue vraiment, vraiment très, très éclatés, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup là-dedans.
D'accord, ok. Bon, Mm. alors maintenant, je vais me permettre de prendre un peu la parole. Je vais juste donner un avis sur le livre en tant que profane Oui. qui n'y a pas participé. Alors, du coup, Attention, je vais être méchant, attention. je vais insulter, je précise, hein. Ok. Alors, au début, j'ai commencé à lire le livre et je me suis dit, bon, c'est cool, mais pour quelqu'un qui connaît un peu le milieu, on n'apprend pas grand-chose. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est Ouais. cool. Et du coup, je tiens déjà à le préciser, c'est un super support pour les débutants. Je veux dire par là, quelqu'un qui débute le cinéma de Hong Kong, et entre autres le cinéma d'action de Hong Kong, qui est spécialement Oui, parce réputé, j'ai envie que de dire. ça parle que du cinéma, il faut le préciser, c'est vrai que ça s'appelle Hong Kong Action, on parle pas de drame social, on parle pas trop de comédie. Non, mais je veux dire, quand il y a de l'action, tu vois, mais je veux dire, on parle pas beaucoup de Wong Kar-wai, par exemple. Si les gens Ouais, veulent voilà. Wong Kar-wai, et on parle un tout petit peu des Cendres du Temps et de Grandmaster, mais à part ça, voilà. Et donc, au début, je me suis dit, c'est un super outil pour les débutants. En plus, la plupart des films qui sont cités sont des films, je pense aux watchlist, sont des films facilement trouvables. Ce que je veux dire, c'est Alors, que c'est vraiment, j'ai envie de dire, le b.a.-ba. C'est ça, l'ADN avec lequel ouais. tu construis ton truc. Sans vouloir te couper, je préviens juste maintenant parce que sinon ça va m'échapper. C'est vrai qu'on m'a déjà dit oui, mais dans ta watchlist, tu as mis des choses qui sont essentielles. Et c'était en fait une note d'intention. Je voulais pas tout simplement mettre 50 films, que ça soit dans les watchlists ou dans le texte principal, qui soient hyper durs à trouver. Tu vois, ça m'aurait vraiment. Je voulais pas que les gens soient obligés d'aller faire 40 sites de téléchargement derrière pour trouver ce dont je parle. Je voulais pas qu'on en arrive là, quoi. Donc oui, j'ai mis des choses qui sont plutôt, enfin j'espère avoir mis des choses qui sont accessibles et trouvables. Alors de la manière de la manière que vous préférez, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses, il va falloir spéculer sur Internet et payer ça une fortune. Bon, ça c'est stupide, mais c'est autre chose. Mais voilà, je voulais pas mettre de choses hyper difficiles à trouver parce que ça, pour moi, ça aurait alourdi le propos, quoi, tout bêtement. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire, ce que j'aime bien, c'est des conseils précis, justement, pas 5 milliards de films, des conseils précis, j'ai envie de te dire, pour avoir les bases, vraiment les bases. Après, tu me diras, il y a d'autres bases, il y a pas. Ok, Ah ouais, mais après, voilà. voilà. Je veux dire, des super bases. Et pendant que je me disais, justement, que j'apprenais, entre guillemets, pas grand-chose, hein, entre guillemets, bah, tu te rends compte, bon, déjà, que c'est. Ça, je te félicite. Je trouve que c'est plutôt agréable à lire. Ça se lit facilement, comme je t'ai dit, hein. Écoute, Je me suis posé sur un banc, j'ai lu plus que je n'avais prévu de lire. Bon, j'étais dedans. Et malgré tout, peu à peu, parce que la structure est un petit peu particulière, c'est-à-dire des fois on revient, par exemple, je sais pas, on bien va sûr. parler d'un genre, donc on va évoquer un acteur un petit peu, puis ensuite on va reparler de l'acteur, et puis on va revenir dessus ou des choses comme ça. C'est pas négatif, moi à ce niveau-là, ça m'a fait penser au livre de Christophe Chanclot, tu vois, où aussi il allait, il revenait, tu vois. Et finalement, j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. Et de fil en aiguille, il y a quand même des trucs pointus sur l'histoire du cinéma de Hong Kong et tout. Et au final, je trouve que toi, là, au début, j'étais un peu en mode ouais, c'est pas mal pour les débutants. À Ah, l'arrivée, il faut introduire, hein, monsieur, il faut introduire. on va rester là. Coupe ça, coupe ça. Ah bah non, mais blague à part, Voilà, à 18 l'arrivée, euros. voilà, monte-le, voilà. À l'arrivée, je trouve que franchement, c'est très sympa. Et Ouais. comme ça tombe bien, parce que ma chaîne, même si j'aime bien parler de cinéma de Hong Kong de temps en temps, de temps à autre, j'aime bien m'adresser aux débutants, j'ai envie de dire, à ceux qui ont envie de connaître. Après, j'ai envie qu'ils veulent de leur propre aile. Bah ça, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Et les fans qui vont relire ça, parce que le plaisir de relire là-dessus des choses et tout, je pense que de temps en temps, ils vont apprendre des trucs, comme on a cité le passage de Daniel, qui a il y a des gens qui ont des petites histoires comme ça à raconter. Ouais. Il y a des gens qui ont des petites histoires comme ça à raconter, c'est super intéressant de les relater, quoi, c'est sûr. Et il y en a d'autres après, au fur et à mesure, il n'y a pas que lui, hein, il y a des tas de. Et des petites histoires trouvées comme ça, à droite à gauche, quoi. Après, encore une fois, c'est des infos que je mets parce qu'à mon sens, ça amène le propos là où je veux qu'il aille, tu vois. Le but, c'était pas, comme tu le sais, hein, de faire une encyclopédie et d'être absolument pointilleux sur tout. Puis de toute façon, vu la somme de choses qu'il y avait à traiter globalement, on va dire. La majeure partie des genres les plus importants de l'action hongkongaise, on pouvait pas s'arrêter et être extrêmement détaillé sur tout. Et encore une fois, c'est un essai, c'est pas une frise chronologique, si tu veux. Donc c'était pas le but, mais voilà, c'était tout à fait l'objectif en tout cas. Donc voilà, il fallait quand même que je donne mon avis parce que non, mais principe sur la chaîne, je donne mon avis aussi parce que le but c'est pas juste de dire aux gens, il faut qu'ils aient un avis sincère. Après, bon, les gens savent que j'adore le cinéma de Hong Kong, j'adore le cinéma d'action, j'adore le cinéma d'action de Hong Kong, donc je suis un peu un vendu.
Écoute, tu sais, moi, il y a des choses comme ça. Par exemple, moi, je suis un grand fan de Michael Bay dans la vie, et je suis atterré, même si je connais absolument toute sa vie, que je connais tous ses films, que j'ai tout analysé de mon côté, je serais quand même extrêmement heureux qu'un jour un auteur puisse nous faire un super livre sur Michael Bay. Et même si je sais quasiment tout, ça serait méga cool, tu vois, de pouvoir le lire en fait. Moi, je pense que c'est pas parce que tu connais un sujet, et je dis pas ça expressément pour mon livre, parce que ça m'est arrivé pour plein de trucs. Même quand tu connais un sujet, si tu tombes sur un truc qui est plaisant à lire, tu vois, même quand tu es un peu chez toi, quoi, en fait, en fait, c'est cool, quoi. Il y a des sujets comme ça que j'aimerais beaucoup avoir, qui malheureusement n'ont pas encore trouvé d'auteur ou d'éditeur, quoi. Mais ça, tu vois, ça me plairait beaucoup aussi, quoi. Ce genre de truc. Donc, si j'ai bien compris, ton prochain projet, c'est sur Michael Bay, c'est ça? Absolument pas. Pour tout te dire, je connais des gens qui sont bien plus à même de le faire que moi. Donc non, c'est pas du tout ça. Mais peut-être qu'un jour ça sortira, mais pas de ma part. J'espère de la part de peut-être quelqu'un d'autre, mais non, voilà. Essayez pas plus. De quoi? Bon, on va passer au deuxième questionnaire un peu foutraque. Ah, oh là. Les trucs du livre. Fais-moi rêver. Alors, c'est un choix. C'est des choix, il faut répondre assez rapidement. Et après, Ça, je te demande pourquoi. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais non, parce que je vais le faire à l'instant, donc je pourrais pas te dire pourquoi, mais bon, allons-y. De toute façon, c'est du direct, les gens, et c'est pas très grave, hein, je vous rassure. T'es prêt? Non. Shaw Brothers ou Golden Harvest? Ah, Golden Harvest. Pourquoi? Parce que je me sens plus proche des films de la Golden Harvest que de ceux de la Shaw Brothers, tu vois. Enfin, si je vais par exemple utiliser un poncif, mais Jackie Chan pour moi est absolument inégalable. Donc déjà, tu vois, de base. Puis ne parlons pas de. Alors, c'est plutôt compliqué au point de vue par rapport à Bruce Lee. Je pense que ça pourrait durer des heures si on commence à débattre de ça, mais de la qualité intrinsèque des films, on va dire. Par rapport à celle du personnage, de l'acteur et du performeur. Mais non, ouais, je suis plus type à Golden Harvest que Shaw Brothers, très clairement. Et puis je pense que c'est aussi un truc un peu générationnel, c'est-à-dire que moi je suis rentré dans le cinéma de Hong Kong, en dehors évidemment de John Woo, Choi-Ark, Stephen Chow, compagnie, par majoritairement les films de la Golden Harvest, donc il y a quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir produit Tortue Ninja aux États-Unis, ça compte? Non, ça compte pas. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Non. Parce que la deuxième question, c'était Jackie Chan ou Bruce Lee. C'est la question bien tiens dans ta Alors ça c'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que je me marrais quand tu parlais. Écoute, peut-être que je vais recevoir des menaces de mort, peut-être qu'on va essayer de me retrouver et qu'on va te demander mon adresse, et ça tombe bien parce que tu la connais pas, mais je dirais Jackie Chan. C'est très personnel, mais c'est comme ça. Quitte à avoir des menaces de mort, personnellement, j'avoue aussi que je me sens plus proche des films de Jackie Chan. Ouais, après, c'est un truc de notre génération, je pense, déjà. Parce que le fait est qu'on n'a pas connu nous-mêmes l'explosion Bruce Lee. Bah, de toute façon, lui-même l'a pas connu, puisqu'il est mort avant, en fait. Mais, si tu veux... Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, à l'international. Mais je pense que les qualités intrinsèques de Bruce Lee, c'est-à-dire ses qualités d'acteur, parce que je suis persuadé que ça restait un bon acteur, en tout cas qu'il avait un potentiel dramatique assez certain. On le voit d'être de plus en plus à l'aise d'ailleurs à fur et à mesure que sa filmographie avance. Bon, au-delà du fait que c'est un artiste martial exceptionnel, mais surtout que c'est quelqu'un qui sait exceptionnellement bien comment il faut le filmer et comment il peut faire pour être mis en valeur. Tu vois, c'est surtout ça en fait, qui fait la magie de Bruce Lee, c'est comment on peut filmer un acteur et le rendre iconique tout de suite. C'est, à mon sens, c'est quasiment inégalable, ce qu'il fait, tu vois. Et même dans des films que je trouve parfois un peu foutraques, tu vois. Je veux dire, The Big Boss, qui est un film que j'adore, hein, qui est peut-être mon Bruce Lee préféré. Je vais recevoir d'autres menaces de mort, là. Mais moi, je pense que Lo Wei est un réalisateur moyen, tu vois, par exemple. Hein? Ah, là, tu veux pas me back-up, là. Là, tu veux pas me back-up, là, tu dis rien. Mais... C'est sympa, hein, mais... Non, mais oui, il a fait des trucs sympas, mais... On va débat sur Lo Wei, là, sinon on n'a pas disons fini. Disons que Bruce Lee est un acteur qui transcende son matériau. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Je pense que Jackie Chan est un meilleur metteur en scène, par exemple. Bon, même si Bruce Lee n'est pas véritablement un metteur en scène. Encore une fois, il faut démêler le vrai du faux, tout ça, tu vois, parce qu'il y a des films où il est crédité, mais bon, voilà. Je pense que Jackie Chan est un meilleur... enfin, en tout cas, c'est un meilleur divertissement à mes yeux. Et j'en suis beaucoup plus proche parce que j'en ai vu, bon, je vais te dire, j'en ai vu beaucoup plus. Oui, il y en a combien de plus déjà? Mais voilà, j'en suis plus proche parce que puis c'est pareil, Jackie Chan, c'est quelqu'un, je connais tout, tu vois, j'ai lu absolument tout ce qu'il a écrit, enfin tout ce qu'il a fait écrire sur lui. Je pense avoir quasiment tout vu. On m'a invité à droite à gauche pour parler de Jackie Chan des tas de fois. Enfin voilà, c'est vraiment un de mes acteurs préférés de tous les temps, donc il y a pas trop de débat là-dessus pour moi, quoi. Et puis,
j'ai envie de dire un truc qui peut paraître con, mais dans tous les cas, ils sont hyper différents. Et puis voilà, quoi. C'est pas parce qu'ils font des Non, films mais d'arts en martiaux plus, que c'est la en même plus, chose. c'est absolument pas comparable. On va dire qu'à leur échelle, en plus, c'est quasiment les instigateurs populaires, parce que effectivement, on pourra dire, oui, Bruce Lee, c'est pas dans le premier film de Kung Fu, on est sûr, ni Jackie Chan n'est pas dans la première Kung Fu comédie, mais c'est quand même les instigateurs populaires, chacun de leur côté, de leur courant respectif, quoi. Donc en fait, pour moi, si tu veux, je les mets quasiment sur un pied d'égalité, tous les deux. Mais d'un point de vue subjectif, encore une fois, je suis plus Team Jackie que Team Bruce Lee. Ouais. Voilà. Bon, maintenant qu'on s'est fait lyncher, on va passer à la question suivante. Ah, mais là, tu me fais peur, là. Ah ouais, t'en fais pas. Jet Li ou Donnie Yen? T'as vraiment envie que je finisse pas l'année, toi. Ah, ça, c'est super dur. C'est super dur parce que, pour le coup, ils sont assez proches, en fait. Donnie Yen. Ok. Donnie Ah Yen. là, il joue la sécurité. Il se dit, c'est bon, Non, pour moi, jouer la sécurité, ça aurait été Jet Li. Hein. Ah bah je pense pas, parce que de nos jours, tu vois, Jet De Li, il est nos un peu jours, oublié, à part des grands fans, tu vois ce que je veux dire? Et à Donnie Yen, il est à la part... mode, tu vois, même en Occident, tu vois. Ouais, il est à la mode en Occident, ouais, peut-être, mais après, en termes de popularité, on va dire locale, territoriale, et chez les fans un petit peu hardcore des années 90, je pense que Jet Li, c'est compliqué d'être quand même, quoi. Mais non, pour moi, c'est Donnie Yen, ouais. Parce que je le trouve éminemment spectaculaire. Alors après, il y a évidemment une espèce d'inflation artistique, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, on filme plus les artistes martiaux comme on les filmait il y a 10, 15, 20 ans. Et peut-être que après, dans la grande histoire de l'industrie hongkongaise, je pense que Jet Li est beaucoup plus important. On peut pas lui enlever ça, tu vois. Autant de son statut un petit peu de prodige des arts martiaux, c'est-à-dire post-Bruce Lee, quoi, tu vois. C'était lui le prodige d'après. Et aussi parce que après son retour, après sa période américaine, enfin en tout cas le moment où il est un petit peu à cheval entre les deux continents, il est extrêmement important dans la renaissance un petit peu du wuxia chinois continental, on va dire, quoi. Il est quand même important. Puis il a quand même une carrière très étirée, Jet Li, mine de rien. Et c'est quelqu'un qui a commencé très jeune et qui a été très actif jusqu'à ce que malheureusement, selon les rumeurs et selon quelques photos qu'on a vues, il tombe assez gravement malade. Mais en tout cas, c'est un acteur extrêmement important. Je pense que son héritage est plus important que celui de Donnie Yen, sans aucun souci. Après, chez Donnie Yen, il y a quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et puis, je sais pas si on a déjà vu, honnêtement, un artiste martial, je veux dire, en termes de technique et de spectacle, tu vois, je parle d'arts martiaux filmés, qui soit aussi spectaculaire que Donnie Yen, quoi, tu vois. Il a quand même fait des choses assez impressionnantes. Tout ce qu'il a fait autour du MMA, tu vois, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez extrémiste, finalement. De rejeter un petit peu, pas de rejeter, mais en tout cas de briser la tradition en rajoutant des trucs qui sont typiquement occidentalisantes, voire tu vois, ou des choses qui viennent de la lutte du brésilien, tout ça. C'est quand même un move qui était assez couillu quand même, je trouve, de faire ça dans des films hongkongais même déjà à la base, tu vois, avant de l'exporter aux États-Unis. Et donc je trouve que en termes d'arts martiaux filmés, Donnie Yen, c'est un mec qui est extrêmement divertissant et puis toujours plaisant à voir, quoi. Après, sur le plan dramatique, je pense que les deux se valent. Hein. Honnêtement, quoique Donnie Yen est peut-être un petit peu au-dessus, parce que j'ai toujours eu plus de mal avec Jet Li. Je trouve qu'il a un potentiel comique assez intéressant par moment, mais je trouve Donnie Yen un petit peu plus à même de jouer, vraiment purement que Jet Li. Mais ça, c'est encore une fois, c'est moi que ça regarde. Et encore une fois, j'ai envie de dire, finalement, bien qu'ils se soient croisés, d'ailleurs, ils ont eu des films ensemble, hein, Héros, il était une fois en Chine 2 où ils se sont fracassés la gueule. J'ai envie de dire que la popularité de l'un a succédé à celle de l'autre. Donc, encore une Ouais, fois, c'est pour moi, deux périodes. Hein, pour moi, ça se vaut, mais je pense quand même que la popularité de Jet Li, en termes général, est quand même beaucoup plus étendue, quoi. Tu vois. Je veux dire, quand on parle par exemple, des cachets de Jet Li, hein, qui était reconnu pour être le mec qui vampirisait un truc comme 60% du budget des films hongkongais quand il était à l'affiche dans sa grande époque, tu vois, par exemple. C'était vraiment l'acteur bankable par excellence, quoi. Après, on pourra toujours nourrir des regrets sur sa période américaine, mais comme on pourrait nourrir des regrets sur les tentatives américaines de Donnie Yen, hein, qui est honteusement sous-exploité dans des trucs comme Blade 2 ou dans Rogue One, par exemple. Mais tu vois. Mais bon, voilà, quoi. Il n'y a pas de période américaine de Yen, d'ailleurs, en fait, à proprement parler. En dehors de ces quelques second rôles, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de choses à son nom, quoi. Tu vois, il a une toute petite période, comme tout le monde, quand il est parti, où il a fait 2-3 chorégraphies, 2-3 trucs. Mais on l'a vécu. Ouais, déjà, il règle les cascades de Blade 2. Enfin, il est crédité en tant que, mais bon, apparemment, ça s'est pas très très bien passé, d'après ce qu'il en dit lui. Mais par contre, 3 aussi, je crois. Highlander Endgame, je crois. C'est ça. Ouais. Mais
par exemple, Jet Li, je sais pas si tu te rappelles, je pense que tu as dû le vivre comme moi, c'est que quand il est arrivé, tu vois, par l'Arme Fatale 4, la promo de l'Arme Fatale 4 était complètement centrée autour de Jet Li. C'est-à-dire qu'on en parlait comme, tu vois, il y a Mel Gibson et Danny Glover qui vont affronter le successeur de Bruce Lee. Je me rappelle, c'était quasiment ça la tagline, quoi, tu vois. Et c'était fou, en fait. Il y avait un événement de Jet Li dans l'Arme Fatale 4, même s'il est encore une fois honteusement sous-exploité dans ce film, c'est assez terrible. Mais mine de rien, Jet Li, il a quand même eu un paquet de films montés autour de lui, alors qui étaient parfois horribles, hein, que ce soit The One ou de sombres productions EuropaCorp. Moi, je n'ai vraiment aucune tendresse pour tous ces trucs-là, tu vois. Mais il a quand même eu une période occidentale qui était véritablement centrée autour de lui, ce qui n'est pas le cas de Donnie Yen, quand même. Donnie Yen, Ip Man s'exporte pas mal, par exemple, mais bon, on va dire que ses rôles à lui, dans des blockbusters américains, que ce soit Triple X, que ce soit Rogue One ou je ne sais quoi d'autre, il joue un petit peu le faire-valoir, ce qui est toujours un petit peu embêtant, quoi. Après, j'ai envie de dire aussi à ce niveau-là, peut-être il y a aussi une facilité avec la langue qu'avait un, pas l'autre, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ça, Qui pour le peut coup. aider beaucoup. Ouais. Alors, par contre, Jet Li est dans Mulan, et c'est ce qui lui vaut de perdre ce point. Voilà. Question suivante. Michelle Yeoh ou Cynthia Khan? Ah, Michelle Yeoh, tous les jours. Mais tous les jours. Mais là, j'ai même pas besoin de me justifier, je pense. Ouais, je suis assez. Oh, j'en sais rien. Si, non, mais il y a des fans qui préféraient Cynthia Khan, en fait. Hein. Sans problème, je pense. Non, mais Cynthia Khan est très bien aussi, mais Michelle Yeoh. Cynthia Khan est très bien aussi. Mais pour moi, Michelle Yeoh, tous les jours, ne serait-ce qu'en termes d'acting, enfin, il n'y a même pas de débat, quoi. Alors, question suivante. Wu Xiapian ou Heroic Bloodshed? C'est compliqué. Alors après, de quel Wu Xiapian on parle aussi, tu vois? telle est la question si on veut faire les pinailleurs. Mais j'aurais dit Heroic Bloodshed. Okay. Parce que c'est le genre, moi j'ai un peu plus de 30 ans, c'est le genre avec la kung fu comédie qui te fait rentrer dans ce cinéma, tu vois. Le wuxia en général, tu le découvres un peu sur le tard, puis le wuxia en plus, il est arrivé en Occident sous une forme qui était plus véritablement celle du wuxia finalement, tu vois. C'est pas pour rien que Christophe Gans disait toujours que Tigre et Dragon c'est un produit lyophilisé à l'usage des occidentaux, et c'est plutôt un film que j'aime, hein, Tigre et Dragon, ça va, mais c'est vrai. Tu vois, c'est le wuxia appliqué aux valeurs occidentales et au goût du public occidental. Et voilà, moi, j'ai quand même une grande tendresse pour Heroic Bloodshed. Hein. Évidemment, John Woo, c'est quelqu'un de très, très important dans le cinéma d'action en général, et non mon cinéma d'action, bien sûr. Question suivante. Et puis, on pourrait faire les pinailleurs en disant que le Heroic Bloodshed, c'est presque du wuxia, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis en fait, parce que tout ça. En fait, c'est la même chose, sauf que tu mets des flingues à la place des sabres, en fait. C'est tout. C'est pas pour rien que je l'ai mis ensemble. Du coup, Kirk Wong ou Johnny To? Johnny To. Johnny To, d'accord. Johnny To, oui. Yuan Wuping ou Lu Qialiang? Oh, dur. Waouh. Mais ça, c'est super compliqué, ça. Parce que en fait, je dois juger le chorégraphe ou le réalisateur? C'est ça la question. Ou l'acteur, pour Lu Qialiang? Ouais, mais... Oui, non, mais d'accord, mais... C'est le gars qui fait chier, qui rajoute des couches. Ouais, non, mais d'accord, ok. En tant que réalisateur, Liu Qialiang. Très bien, ça me va. Largement. Bon, la Je suivante... trouve que Wan Wuping est un chorégraphe formidable, on le sait. En tout cas, il fait très bien ce qu'il sait faire. Voilà. Mais par contre, en termes de réalisation, je lui préfère mille fois Liu Qialiang, sans problème. Après, vas-y, non mais vas-y, réponds-moi, fais quelque chose. Non, mais en fait, moi, je vais t'expliquer ce genre, le mec qui va se balancer une pierre dans la gueule. En fait, ce genre de questions, moi, je m'en fous, moi. Les deux sont géniaux, je prends les deux. D'accord. Et donc, je vais répondre ça à chaque fois maintenant. Voilà. Les deux sont géniaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en fait, c'est pour essayer de te cerner par rapport au livre, et aussi, en fait, t'as bien compris que le but, c'était de parler de cinéma un peu dans le coup. Ah bon? Ah merde. C'est ça que je cherche à faire. Ok. Si jamais. Et donc, la question suivante, Soyark ou Hanoï? Qu'est-ce que tu crois que je vais te répondre? Je vais te répondre Soyark, évidemment. Je vais te répondre Soyark. Mais Hanoï a une carrière quasiment parfaite. Hein. Faut pas l'oublier. Évidemment. On en parle dans le livre pas mal. Et d'ailleurs, qui en ce moment, on peut la redécouvrir assez facilement en France grâce à Spectrum. Effectivement. Effectivement, Spectrum a beaucoup travaillé autour de Hanoï. D'ailleurs, c'est formidable de toute façon.
toute sa filmographie est formidable. Et d'ailleurs, je conseille aux gens d'essayer de retrouver les épisodes de séries télé. Là, tu vois, je suis en train de me contredire moi-même parce que je suis en train de conseiller aux gens des choses qui sont pas faciles à trouver par des voies légales. Mais voilà, il y a des épisodes de séries télé qu'elle a réalisé. Alors, je sais plus dans quel réseau exactement elle était à Neuilly. Je crois que c'était dans celui de la show, donc ça devait être la TVB, je crois. Mais en tout cas, elle a réalisé des épisodes de ICAC qui étaient vraiment, vraiment super, super cool. Ouais, voilà. Ouais, excuse-moi, j'étais parti dans mon monologue. Tu peux continuer. Non, justement, c'est pour ça que je voulais savoir si était fini ou pas. Alors, question suivante. Tigre et dragon ou la rage du tigre? Bon, la rage du tigre, évidemment. La rage du tigre. Non, mais j'aime beaucoup Tigre et Dragon, bien sûr. Hein. Mais c'est un descendant, pour reprendre les termes qui sont employés, c'est un descendant lyophilisé de la seconde vague du wuxia, quoi. Alors, sans vouloir jouer l'espèce de mec pédant et tout, mais bon, La Rage du Tigre est un film formidable, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais non, largement La Rage du Tigre, ouais. Puis Chang-Chi, bon, Chang-Chi Ang Lee, tu vois, Ang Lee, il a quelque chose de très intéressant dans son côté d'espèce de pionnier technique, tu vois, d'innovateur. Ang Lee, tu vois, je trouve que Tigre et Dragon, c'est même pas son meilleur film, très très loin de là, quoi. Tu vois, je le préfère quand il essaye des choses, quand il s'amuse avec des nouvelles technologies, quand il s'amuse à les démocratiser, ce qu'il a fait avec la 3D dans Odyssey de Pi, ce qu'il fait avec le HFR dans Billy Lynn ou même dans Gemini Man, tu vois, qui est pas un super film, mais par contre au niveau technologique, qui est une belle vitrine. C'est là que je l'aime vraiment, Ang Lee. Après, en termes de wuxia, de combat au sabre, je pense que oui, La Rage du Tigre est mille fois supérieure, sans aucun problème. Sur une seule scène, ça suffit. Et du coup, t'es plutôt combat new school câblé aérien ou old school terre à terre? Ça, c'est super dur. Je saurais pas te dire. Si je me réfère à mes films les plus favoris, peut-être que j'aurais tendance à être combat terre à terre, tu vois. Parce que je te dirais que The Blade, c'est mon film de sabre contemporain, on va dire, favori. Après, si je dois rester chez Treyarch, j'aurais du mal à choisir entre The Blade et Zoo, tu vois. Ou entre Steven Swords et... Enfin, tu sais, c'est super compliqué, quoi. Après, dans l'idée, j'aurais plus tendance à te dire combat terre à terre, combat un peu plus sanglant, peut-être, dirons-nous. Perso, j'aime les deux, mais je préfère le seul quand même. Après, ouais, voilà, si on parle de combat aérien, faut aller voir du côté de Kingu, peut-être, tu vois. Mais non, j'aurais peut-être plus tendance à être... Oui, Chik-Chutung, évidemment. Mais si je dois faire Chang-Chi versus Kingu, tu vois, le truc le plus évident du monde, j'aurais tendance à dire Chang-Chi. D'accord. Alors, Fong Sayuk ou Wong Fei-hong? Mais t'as envie de me faire du mal. Wong Fei-hong. Je te rassure, la pire, c'est la dernière. Ouais, Wong Fei-hong. Wong Fei-hong, tu sais très bien pourquoi, de toute façon. Mais voilà, parce que encore une fois, c'est une figure qui a été démocratisée assez vite, assez facilement, et au travers de films que tout le monde connaît, tu vois. Donc Wong Fei-hong, bien sûr. Même si bon, non, allez, on va rester là-dessus. Ouais, Wong Fei-hong. Alors, c'est chaud. Ta question, ce sera l'autre réponse. Ouais, je pense dans 1 heure, tu me redemandes et je change. Alors, la dernière est une question inversée. Faut répondre le contraire de ce que tu penses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? C'est juste pour emmerder. Fist of Legend ou Roméo doit mourir? Attends, j'ai pas compris le principe, là. Qu'est-ce que tu veux me faire dire, là? Parce que là, ça me faut dire le contraire de ce que tu penses. Tu préfères Fist of Legend ou Roméo doit mourir? Mais qu'est-ce que c'est que ce choix, là? C'est un long choix. T'as envie de me dire qu'il faut que je te dise que je préfère Roméo de mourir, c'est ça? Bah écoute, je vais te le dire. Bon, du coup, on l'a bien compris. Oh, mais après, tu interprètes ça comme tu veux. Je me suis dit, voilà, ça c'était la petite dernière, c'était juste pour le... Ouais, t'es sympa, ouais. Merci. T'es sympa. Bon, du coup, je propose qu'on revienne un peu au livre en lui-même, quand même. Ok. Pour parler un petit peu de la structure du livre. Parce qu'il y a des trucs que je trouve intéressants. Au début, ça parle de genre. J'ai envie de dire, on parle de wuxia, on parle de kung fu comédie. Et ensuite, il y a la nouvelle vague, qui finalement, c'est pas un genre en tant que tel. C'est pas un genre, c'est un courant, effectivement. Voilà, tout à fait. Après, on parle par exemple, le Polar HK, et ensuite, on a tout ce qui est lié à la rétrocession, justement. Donc,
Pourquoi avoir sorti justement la nouvelle vague? Surtout que si je me réfère à la watchlist page 102, par exemple, Tu c'est connais mieux la là-dedans. pagination que moi, parce que Tac, tac, moi, tac, tu tac. sais, Ouais, par exemple, la il y plupart a du Deux temps, morts de Patrick Tam qui est un Wuchapian. T'as mis Story of Wouviette qui pour moi est beaucoup plus un drame. Il y a très peu d'action dans le film. Hein. C'est pas un ah non, film d'action. non, mais en fait, c'est un truc qui, enfin, c'est pas un film d'action, mais c'est un film, on va dire que c'est un film qui a une dimension sociale au travers de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai mis. Et puis parce que je voulais le mettre, en fait. Je trouve tellement fabuleux que je voulais le mettre. On est d'accord. C'est Faut un le film, voir. c'est un livre subjectif. Et en C'est plus ce de que je ça, me suis dit. Je me en suis plus, dit, à des moments, non, de et puis sortir un peu du cadre. en plus de ça, tu parlais de Spectrum tout à l'heure et le travail qu'ils ont fait autour de Hanoï justement et notamment de Story of Wouviette, je me suis dit c'est quand même un film qu'en plus de ça on peut trouver facilement, alors même si apparemment le Blu-ray est en train de se raréfier, mais qu'on pouvait trouver au moment où je l'ai écrit très facilement de manière physique, ça aurait été dingue de pas le citer en fait, donc je voulais absolument le mettre et je trouve quand même qu'il y a une certaine manière d'aborder l'action, tu vois, et il y a quand même des chorégraphies de Ching Tung dans Story of Wouviette s'il vous plaît, euh, mais non, mais pour moi ça reste un film d'action. Enfin, c'est un drame social au travers, on va dire, d'un enrobage de film d'action, quand même. Tu vois, il y a quelques scènes de pure action dans Story of Juliet, donc ça compte. De toute façon, c'est moi qui fais les règles, donc ça compte. Tu vois. Mais c'est ce que je me suis dit en voyant ça. Je me suis dit, Ouais. il s'est dit, bon, je sors un peu du cadre, mais c'est pas grave, c'est trop bon, Ouais, faut que je le mette. en fait, j'avais besoin d'en parler. Je trouvais ce film fabuleux et extrêmement touchant. En fait, c'est vraiment un film qui peut te retourner et ça a été le cas, tu vois. Et donc voilà, j'avais besoin d'en parler. Mais la question précédente, c'était du coup. C'était sur la structure, parce que tu parles de genre, ensuite tu parles justement plutôt de courant comme la nouvelle vague. Mhm. D'où En cette fait, structure. En fait, c'est parce que y a deux événements majeurs dans ce bouquin, en fait, qui sont la nouvelle vague et la rétrocession, et qui sont en fait des événements qui ont une telle influence, sans lequel le cinéma de Hong Kong n'aurait pas pu aller dans la direction où il va ensuite. Je pouvais pas ne pas en parler. Et d'autant plus qu'il y a quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire que la nouvelle vague, tu sais, parfois on a tendance à alors, je suis désolé, il y a des notifications, je vais mettre mon téléphone en mode silence, voilà, pour pas embêter tout le monde. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Et en fait, la nouvelle vague, en plus de ça, c'est quelque chose qui est un petit peu parfois, tu sais, mal interprété, où il y a parfois des amalgames qui sont faits autour. Dire qu'on a tendance à assimiler le Polar HK comme étant la nouvelle vague, tu vois. Alors là, c'est un petit peu pour faire le pinailleur, mais parce qu'il n'y a pas de vérité immuable. Tout le monde pourra te dire, il y en a qui vont te dire, le premier film de la nouvelle vague, c'est Butterfly Murders, d'autres qui vont dire non, c'est The Extras, d'autres qui vont dire non, c'est House of the Seven Two Tenants, ce que tu veux. Il n'empêche que la nouvelle vague, elle a un cadre, à mon sens, qui est assez établi et que il faut. Enfin, c'était un petit peu dans une optique de réhabilitation pour rappeler un petit peu ce que c'est véritablement que la nouvelle vague, quoi. Je veux dire, tu peux pas dire que la nouvelle vague, c'est John Woo, c'est Johnny To, etc. Tu vois, eux, c'est les héritiers de la nouvelle vague. Je trouve que c'était important de faire la nuance et justement de rappeler ce que la vraie nouvelle vague a apporté au cinéma de Hong Kong et à quel point elle l'a changé en fait. Parce que si tu regardes tous les chapitres précédents, que ce soit le chapitre sur le Wuchapian ou sur le Kung Fu Pian, la Kung Fu Comedy, ça te permet aussi de te rendre compte qu'on tombe dans un système d'exploitation, de quasi-monopole des grands studios en fait. Et c'est ça qui est important dans la nouvelle vague. C'est comment on va s'émanciper de l'influence des grands studios. Tu vois, de la méthode de production et de la surexploitation des valeurs de profit absolu des grands studios pour ne serait-ce que, tu vois, proposer quelque chose de différent, quoi, et aborder des thématiques qu'on n'abordait pas avant. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire-là, c'est comment la nouvelle vague se tire plus ou moins une balle dans le pied. C'est-à-dire que en faisant ce qu'ils font, eh ben, ils arrivent où, finalement? Eh ben, à retomber dans la même politique que celle qu'ils ont voulu éviter pendant toute leur vie, finalement. Parce que qu'est-ce qu'ils fait de Treyarch avec la Film Workshop? C'est qu'ils vont à tout le monde. Regardez, j'ai créé le Film Workshop, donc l'atelier des réalisateurs, en fait. Hein. On va pouvoir s'émanciper de l'influence des grands studios, de l'influence des décideurs. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. En fait, la seule chose qu'il a fait, c'est remplacer les décideurs qu'il ne pouvait plus supporter par lui-même. Et c'est assez rigolo comme histoire. C'est-à-dire que John Woo lui-même, je pense que, au final, je suis pas sûr qu'il ait été plus heureux sous Film Workshop que sous Golden Harvest, en fait. Donc c'est assez drôle comme histoire. Donc je trouvais que c'était assez important. Et la rétrocession, c'est pareil. Je veux dire. Est-ce qu'on a dans l'histoire du cinéma mondial quasiment, en tout cas du siècle dernier, un événement aussi marquant et aussi changeant pour un pays, tu vois, que la rétrocession? C'est quand même un truc de cinglé, quoi. Dire un pays qui change
de pavillon, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte de tous les changements que ça engendre et tous les questionnements que ça fait apparaître. Et avec une date, c'est-à-dire qu'ils savaient que ça allait arriver. C'est pas un truc qui est arrivé à un moment donné, puis voilà. Ils savent que ça va arriver. C'est ça, ce qui est dingue là-dedans, c'est que tous les jours, et c'est une anecdote que j'ai pas mise dans le livre, mais c'est Jean-Pierre Dionnet qui le racontait. Jean-Pierre Dionnet racontait que quand il était à Hong Kong, il avait compris en fait, parce qu'il fallait être sur place pour le comprendre, pourquoi les Hongkongais étaient toujours dans l'urgence, tu vois. Pourquoi ils jouaient, pourquoi ils tournaient et pourquoi ils montaient les films si vite. Eh ben, c'est parce qu'en fait, il disait que tu levais la tête et tu voyais en haut des immeubles un compte à rebours, tu vois. Le même qu'il y avait sur la place Tiananmen d'ailleurs en Chine. C'est-à-dire qu'à chaque moment, tu pouvais lever la tête et voir à quel moment ton monde allait s'arrêter. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc que tu peux pas, je pense, imaginer tant que tu l'as pas vécu. C'est-à-dire que il savait, quoi. Il savait à quel moment ça allait se terminer. Il voyait ce qui se passait en plus du côté continental. Ça mettait pas forcément en confiance, tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose de fascinant, la rétrocession, parce que toutes les inquiétudes que ça a pu créer, bah, ça se retranscrit complètement dans le cinéma. Il y a plein de films qui n'auraient jamais pu exister sans l'angoisse de la rétrocession. On parle de trucs super connus, mais tu vois, Hard Boiled, sans la menace de rétrocession, Full Alert, enfin, imagine Full Alert, tu vois. C'est un film qui arrive à quasiment jamais évoquer la rétrocession, à part dans une scène, je crois qu'il y a 2 répliques, mais par contre, en fait, tout le film est infusé par ça. Et alors, après, il y a aussi des choses qu'il faut dire, c'est que la rétrocession, on a tendance à en parler quasiment que comme un événement négatif qui a fait flipper tout le monde. Il y a quand même une grande partie de l'industrie qui était plutôt hypée, quoi, par la rétrocession. C'est-à-dire que bon, voilà, c'était un marché qui allait s'ouvrir, un marché gigantesque, un marché qui était finalement pas aussi bien équipé, que ce soit en termes de salles, en termes d'aura, en termes de promo, que Hong Kong, parce que les Hongkongais, au début, hormis l'ouverture du marché chinois, ils se voyaient devenir le nouvel Eldorado de la Chine, quoi, tu vois. Bon, ça s'est pas confirmé malheureusement par la suite, mais la rétrocession, c'est quelque chose qui a généré presque autant d'enthousiasme en fait que de crainte finalement. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un événement fascinant, quoi. Voilà. Et ça, tu l'expliques très bien dans le livre. Profite, hein, puisque c'est bien développé dans le livre, donc n'hésitez pas. Je prends. Du coup, ça c'était pour la structure du livre. Du coup, on va faire simple. On va prendre les watchlists, donc page 45. Ok. J'ai bossé, hein. Ok. Avant le live, j'ai bossé. Hein. Ouais, putain, bien joué. Vas-y, on y va. Le but, c'est pas C'était avant les questions qui faisaient Schmier, même si là, ici, je vais faire un petit peu Schmier. Mais l'idée, c'est juste, parmi cette liste, est-ce que tu peux, pour nous, là, ici, nous évoquer, je ne sais pas forcément parler pendant 4 heures, 1 ou 2 films qu'il y a dans cette watchlist et pourquoi est-ce que les gens doivent le découvrir? Alors attends, écoute, je vais commencer. Le premier film de la watchlist Wu Shapian, c'est l'Hirondelle d'or de Kingu. Et en fait, c'est important, j'ai mis un petit passage dans le livre, c'est parce que, tu sais, depuis quelques années à Hollywood, on nous parle beaucoup du renouveau du cinéma d'action au féminin. C'est-à-dire que depuis quelques années, effectivement, on a des grandes héroïnes d'action. Alors, effectivement, il y a des gens qui vont te sortir en boucle les mêmes références, c'est-à-dire oui, Hélène Ripley, Sarah Connor, on connaît, c'est bon. Mais ce qui est important à dire là-dedans, c'est que, alors paradoxalement, aux valeurs sociétales, on va dire, de Hong Kong et de la Chine continentale, l'héroïne féminine, enfin en tout cas l'héroïsme au féminin, c'est quelque chose de très présent en fait, et dans le wuxia. C'est-à-dire que, alors il y a un petit creux au moment de l'explosion du wuxia, on va dire Changche et post-Changche, qui pour le coup avaient des valeurs très très virilistes, quasiment homoérotiques, comme je le dis dans le film. Parfois il y a des choses un peu ambiguës, on peut le dire. Donc voilà, l'Hirondelle d'or, c'est important en fait, tout simplement pour ça, parce qu'il y avait des figures féminines extrêmement fortes à Hong Kong dès les années 60, mine de rien. Ce qui les place quelque part en tant que précurseurs, tu vois, de l'action au féminin. Objection. Il y avait des femmes fortes avant, rien que pour oui, non, mais bien sûr. connu en Occident, Mulan. Oui, mais évidemment. Ouais, alors après Mulan, on a eu un débat dans une autre émission une fois. Mulan, alors c'est le même cas dans l'Hirondelle d'or. C'est vrai qu'il y a eu toute cette période où la femme, par contre, pour être forte sur le champ de bataille, doit se travestir. Hein, elle doit se déguiser en homme. Ça, on n'est pas encore. Bon, on reste en Chine, faut pas déconner. Mais il n'empêche que ça reste une femme, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, le déguisé en homme, on sait que dans le cinéma et dans le théâtre chinois, c'est quand une femme est habillée en homme, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il y a des personnages d'hommes qui ont été interprétés par des femmes. Habillées en homme. Parfois c'est encore plus ambigu, par exemple Swordsman 2, qui a encore un point de vue un peu différent là-dessus. Mais non, mais ce que je veux dire, dans le principe, tu vois ce que je veux dire. Parce que quand je te parle aujourd'hui de la figure féminine, de la femme d'action, elle embrasse complètement sa féminité, tu vois, normalement. C'est le cas des grandes figures d'action qu'on connaît, qui sont les plus proches de nous, quoi. Sinon, j'ai mis le sabre infernal de Yuan Shor. Je me sentais obligé de le mettre aussi parce que tu sais, on a tendance, quand on parle des grands
des grands artisans du wuxia, on a toujours tendance à citer les King Wu, les Chang Che, etc. Et c'est vrai que Yuan Shor, c'est quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle et qu'on cite pas beaucoup. Alors je pouvais pas l'intégrer de manière très fluide dans mon texte principal, donc j'ai donc décidé de le mettre dans une watchlist, encore une fois, parce que c'est moi qui décide. Il y a certains Je de ces profite. films qui étaient édités en DVD à l'époque par Wildside, et Ouais. c'est vraiment, vraiment un super faiseur. Ouais, Yuan Shor, c'est vraiment fou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis Et d'ailleurs, je profite, Détective D, c'est clairement un Détective. hommage à son cinéma. Ah bah, Clairement. très clairement. Mais cité littéralement en plus. Il y a La Dernière Chevalerie de John Woo, parce que j'aime beaucoup La Dernière Chevalerie, et que finalement, pour le grand public, c'est pas spécifique pour un film qu'on cite énormément. Donc ça me semble. Et puis bon, il y a toute l'histoire du passif de John Woo avec Chang Che, donc c'est pour ça que La Dernière Chevalerie, c'est quasiment un fantasme qu'il réalise, donc c'est hyper intéressant à voir. Puis voilà, sinon il y a The Blade, j'ai quand même mis Tigre et Dragon, parce que je pense qu'en termes de volonté un petit peu d'exportation et de reconnaissance, on va dire, de l'académie occidentale, donc les Oscars, tu vois. C'est quand même le film, je crois, qui a battu le record qui a été battu. Il y a un record en fait qui bat. Oui, tu dis dans le livre que c'est le film étranger qui avait gagné le plus d'Oscars avant, je crois, The Artist, et j'ai fait depuis à Parasite. Avant, mais le record a été battu par The Artist. Voilà, vous pouvez en déduire ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, sinon, j'ai mis après les quelques wuxia contemporains que j'aime beaucoup personnellement, parce que j'aime beaucoup Hiro de Zhang Yimou, comme beaucoup de monde. Hein. Et évidemment, Détective D. Voilà, je choisis La Légende des Rois Célestes, parce que c'est à la fois le plus foutraque et le plus abouti, à mon sens, encore une fois. Et que les Détectives D, au-delà d'être des wuxia super, sont un petit peu, tout à l'heure, on parlait d'Angly. Il y a aussi quelque chose chez Choi-Ark qui est très intéressant, c'est son côté un petit peu avant-gardiste, le fait qu'il utilise des technologies qu'on peut faire parfois sans conviction, tu vois, par exemple aux États-Unis, mais que Choi-Ark utilise pour les placer au cœur de sa mise en scène, tu vois, que ce soit le HFR, que ce soit la captation en 3D, par exemple. C'est des choses qu'il fait aussi extrêmement bien. Donc voilà. Écoute, là, j'ai été assez rapide. Ouais. J'allais dire, moi j'avais dit un ou deux, hein, tranquille, c'était pour pas. Ah ouais, bon. Et bah du coup, page 68. Pour ça que je dis ah oui, d'accord, excuse-moi, bah, je vais aller plus vite alors. Non, mais tranquille, au contraire, plus t'en dis, je pense plus les gens sont contents, tu vois. Mais c'est pour toi. Alors, on commence, page 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a la page 1 et on commence à lire. Ouais, bah, sinon, on fait une lecture, hein. Vas-y, on est parti. Alors, page 68. Alors, je t'en choisis 2 ou 3. Écoute, je vais pas revenir sur Chinese Boxer, Big Boss. La Main de Fer, voilà, que je trouve personnellement être un film super et qui est un des meilleurs films, à mon sens, d'infirmité dans le kung-fu. Tu vois, même si c'est une infirmité assez tranquille par rapport à d'autres qu'on a pu voir. Hein, tu vois. Ça se ressent à peine, hein, l'infirmité dans le film. Ça se ressent à peine, mais il y a un petit moment où ça fait mal, quoi, tu vois. Puis bon, il y a toute cette histoire, tu vois, qui a été reprise ensuite à partir du générique et tout ça, qui a été repompé à droite à gauche, qui est lui-même repompé. Enfin, tu vois, il y a toutes ces histoires-là un petit peu nébuleuses qui me font beaucoup rire. Sinon, j'ai mis la 36e chambre de Shaolin. Alors, parce que... Au passage, je profite parce que je pense que tu as dû en parler avec Daniel. Daniel est très intéressant là-dessus parce que la musique de La Main de Fer, la fameuse sirène qui a été reprise entre autres par Tarantino dans Kill Bill, il y a Daniel qui m'a dit que dans la saison 2, je crois, de L'Homme de Fer, la série américaine... C'est dans le livre. Alors, j'en ai pas parlé avec Daniel puisque j'ai retrouvé cette info ailleurs, mais c'est dans le livre. D'accord. Je m'en rappelle plus. C'est Quincy Jones, en fait. Qui utilise, voilà, tout à fait. Je profitais. Mais c'est dans le livre. Bah, toi, je ne me rappelais plus. C'est dans le livre, mais j'en avais pas parlé avec Daniel. Il aurait été très intéressant, effectivement. On a parlé de beaucoup de choses, mais pas de tout, figure-toi. C'était pour citer ma source. Voilà. T'as raison, cite ta source, mais il faut toujours citer sa source. Et voilà, sinon, la 36e chambre de Shaolin, parce que je l'explique un peu dans le livre, on en parle pas mal. Je pense que c'est un film d'entraînement, on va dire, un film de training montage sublime et parfait. Voilà, sinon... c'est le film ultime d'entraînement. Ouais, et puis c'est presque le précurseur, tu sais, alors je sais pas si c'est une influence directe, mais en tout cas, il y a énormément de films qui utilisent du training montage, qui ont repris ce procédé quasiment littéralement de la même manière, quoi. Et c'est assez rigolo à voir d'ailleurs. Et sinon, dans les films les plus récents, j'ai mis Ip Man, Le Maître d'Armes de Ronnie Yu, qui est un film que j'aime énormément, que je vous encourage à voir par contre dans sa version originale. Sur Netflix, je crois qu'à un moment, on avait un montage un peu charcuté, la version occidentale, où les scènes sont carrément disposées dans un ordre différent, ce qui est un peu embêtant. Il y a même des personnages qui disparaissent du montage. Ce qui est dommage. Et j'ai mis The Grandmaster parce que j'aime beaucoup The Grandmaster. Voilà. Je trouve que c'est un film d'arts martiaux extrêmement onirique, extrêmement poétique. C'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça. Parfait. Voilà. Là, j'ai été assez rapide, là, c'est bon. Bah, parfait. T'es dans le timing. Ça, c'est comme à l'école. Vous avez 10 minutes et puis si tu dépasses, tu prends. Alors, page 86, du coup. On y va.
Alors, page 86, on arrive à la Kung Fu comédie. Ça commence par Drunken Master, que j'ai mis sous son titre VF un peu bizarre, qui s'appelle Le Maître Chinois. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je pense. Si on veut aller assez vite, hein. Non, je pense que ça va. J'ai mis Le Marin des Mers de Chine. J'ai mis Le Marin des Mers de Chine parce que c'est mon Jackie Chan préféré, ever. Voilà. Je sais qu'il y en a qui seront plutôt team peut-être Polystory ou Contre-Attaque ou je ne sais quoi. Moi, je suis vraiment à 100% Le Marin des Mers de Chine. Voilà, c'est un film parfait à mon sens. Voilà. Sinon, j'ai aussi mis Polystory. J'ai mis Mr. D. En fait, il y a beaucoup de Jackie Chan dans cette liste. Hein, c'est pas très étonnant. Il y a aussi Sammo Hung, le flic de Hong Kong, qui est fantastique. Histoire de fantôme chinois. Pour le coup, je vous conseille pas d'aller acheter le coffret, c'est hors de prix. Actuellement, c'est compliqué. Je crois que c'est le recordman du prix, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Moi, je l'ai depuis longtemps. C'est le recordman du prix le plus claqué et surcoté qu'on puisse trouver sur Internet. Ouais, tu trouves à 200 balles ou un truc comme ça. Le DVD, 320, je crois. 320 la dernière fois. Mais des fois, il y en a qui le. Voilà. Voilà. Sinon, après, j'ai mis beaucoup de choses assez évidentes. J'ai mis Combat de maître que j'ai quand même décidé de placer sous Liu Chaliang et Jackie Chan parce que bon, il y a une petite embrouille entre les deux. Mais bon, il faut quand même préciser l'apport de Liu Chaliang, que ce soit d'ailleurs dans le film ou hors du film. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu de Stephen Chow à la fin parce que c'est très très important et que j'en parle pas tant que ça dans le livre parce que j'ai du mal à le définir comme un réalisateur d'action à proprement parler, mais il n'empêche que c'est un de mes acteurs et réalisateurs préférés de tous les temps. Donc Stephen Chow, j'ai placé deux évidences, deux des plus occidentalisantes, mais quand même Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu, évidemment. Et d'ailleurs, il y a un passage plus développé sur Crazy Kung Fu dans le film qui est écrit par Martin Gamara, que vous connaissez peut-être de Narland ou des podcasts de Micro Stockholm. Voilà. Parfait. Ouais, Stephen Chow qui c'est vrai que c'est pas de l'action pure. Non, c'est de l'action avec de l'humour, et lui c'est de l'humour avec de l'action. C'est ça. Donc c'était plus compliqué d'en parler. En fait, il y a un moment, on avait décidé d'en parler un peu plus, et puis finalement, on s'était dit, est-ce que vraiment, parce que heureusement, quand tu travailles sur un bouquin, tu as aussi le regard de ton éditeur, ce qui est très important, c'est d'avoir le premier regard critique. Et c'est vrai qu'on se disait, bon, est-ce que vraiment Stephen Chow peut l'intégrer totalement là-dedans? Finalement, on a décidé de moins l'intégrer parce qu'on trouvait que ça débordait un petit peu du sujet, tu vois. Ça nous aurait fait vraiment déborder du cadre et arriver à développer beaucoup plus sur le Moleto et tout, et c'était pas forcément le propos. Donc bon, on a essayé de caser quand même un peu ce qu'on pouvait en Stephen Chow parce que ça me semble important, mais c'est vrai que c'est plutôt sa fin, en tout cas la fin de cette partie-là de sa carrière qui est la plus occidentalisante, qui s'intéresse vraiment à l'action. Pour le coup, Crazy Kung Fu, Kung Fu Hustle est un vrai film d'arts martiaux pur à mon sens, avec de l'humour. Tu vois, là on arrive vraiment dans la démarche qui m'intéresse, plutôt que Bon Baiser de Pékin qui lui est est une comédie avec quelques éléments d'action, quoi. Et même si on prend Le Roi Singe, tu vois, alors c'est un wuxia parce que c'est un film en costume. Ouais, mais ça reste avant tout du Moleto, je pense vraiment, tu vois. Ouais. Voilà. Et en tout cas, en plus que Kung Fu Hustle est encore plus intéressant parce que tu as le travail de Sammo Hung et de Wen Wuping aussi. Voilà, il y a une petite histoire autour de ça sur le tournage, mais tu as aussi l'apport de ces gens-là qui est hyper intéressant et qui, à mon avis, fait passer l'action vraiment dans une autre dimension pour le coup. Et même Shaolin Soccer, hein. Shaolin Soccer, c'est un film d'action extrêmement satisfaisant, même si ça reste aussi une comédie. Ouais. Qui a chorégraphié Shaolin Soccer. Qui peut paraître particulier parce que tu dis, ouais, c'est pas vraiment du coup. Et puis ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il fait habituellement, c'est sûr. Après, il y a énormément d'effets visuels aussi dans Shaolin Soccer. Hein. Je veux dire, c'est ça aussi qui était le choc, quoi. C'était à l'échelle, on va dire de la production que c'était. Enfin, en termes d'effets visuels, c'est assez ouf, Shaolin Soccer finalement. Je me souviens, c'était un truc qui s'appelle Centro, je crois, qui est ceux qui avaient fait aussi les effets spéciaux de, comment il s'appelait, Storm Riders, qui était pour l'époque et à Hong Kong, franchement, sorti du lot. Ah non, c'est clair. Parce que c'est vrai que tu peux le voir comme ça, tu peux te dire que ça a l'air un petit peu daté ou quoi. Il n'empêche que c'était assez intéressant pour un film hongkongais par rapport à ce que c'était comme production, quoi. Et puis bon, ça a quand même eu un succès, je pense qu'ils n'auraient pas pu estimer, quoi. Alors on passe à la page 102. Ah, je reprends mon livre. Ouais, j'y suis presque. Vas-y, tranquille. Ouais, j'y suis, c'est bon. Ah, on est à la nouvelle vague, là. Ouais. On est à la nouvelle vague, effectivement. Alors, écoute, j'ai parlé de choses assez évidentes. Hein. Alors, j'ai mis, tu vois, The Extra ou The Butterfly Murder, c'est pour contenter tout le monde, pour pas qu'on vienne me dire, ah non, c'est celui-là le premier film de la nouvelle vague, ah non, c'est celui-là. Tu vois, comme ça, les gens seront contents, ils auront les deux. The Butterfly Murder, c'est parce que c'est très important, évidemment, c'est le premier film de Choyark, enfin le premier long métrage de Choyark pour le cinéma, et c'est un film que j'adore. Tu vois, vraiment. En plus, parce qu'il y a un truc dans la nouvelle vague, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est que
ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle vague, c'est un courant qui change le cinéma, qui amène de nouvelles thématiques, mais qu'aussi elle le fait, en tout cas une des deux branches de la nouvelle vague, j'avais un petit peu articulé comme ça, c'est qu'une des deux branches, elle le fait quelque part en pervertissant des courants traditionnels. Tu vois, par exemple le wuxia, quoi, tout bêtement, qui est un truc qui est complètement perverti parce qu'en fait Choi-Ark et parce qu'il fait surtout des héros classiques de wuxia qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs, qui sont des gens qui sont devenus un petit peu cupides, qui ne vivent que pour la guerre et qui oublient complètement l'enjeu du truc en fait. C'est quasiment méta comme propos et c'est super intéressant. T'as la même chose un petit peu dans The Sword, hein. C'est pareil, c'est un wuxia avec un héros qui n'a plus du tout les valeurs qu'il devrait avoir et c'est ça qui est super bien aussi dans la nouvelle vague, quoi. C'est le fait de prendre des choses qui existent pour en faire toute autre chose. Vraiment. Ils ont léonisé le wuxiapian. Clairement. Bah oui, de toute façon, l'influence est évidente. Il y a des environnements, alors au-delà de tout l'aspect gothique qu'on peut retrouver dans Butterfly Murders, mais des environnements désertiques de la nouvelle vague, ouais, comme dans The Butterfly Murders, justement, qui pourrait être dans un western spaghetti par instant, c'est assez fou. Sinon, j'ai placé Cops and Robbers parce que c'est un polar que j'aime beaucoup et qui est quelque part une sorte de précurseur pour beaucoup de choses qui arriveront ensuite. Bon, c'est pareil, après l'enfer des armes, je vais pas refaire l'histoire. C'est Imp qui est, alors pas un film d'action quand même s'il y a une petite part d'action, mais il n'empêche que c'est un film d'épouvante assez intéressant. Et d'autant plus que c'est un des premiers films d'épouvante à se placer dans un environnement complètement urbain, que ce soit pas totalement occulte, quoi. Et donc c'était assez. En fait, c'est encore une fois, hein, c'est prendre un courant qui existe pour le placer dans l'environnement des Hongkongais. C'est aussi ça qui fait le succès de la nouvelle vague, c'est de replacer l'action dans la vie du public. C'est-à-dire que la certaine lassitude qu'on pouvait ressentir par rapport au wuxia, c'était que ce soit plutôt ancré dans la réalité au bout d'un moment, à partir d'une certaine forme d'exploitation. Et c'est vrai que la nouvelle vague, elle replace la réalité de Hong Kong dans le cinéma. Et c'est ça, je pense, qui en fait quelque chose d'extrêmement populaire, quoi. Puis voilà, Man on the Brink, The Club, bon, j'ai quand même mis Boat People, que je trouve être un des films de Hanoï aussi que j'aime énormément. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Eh ben, c'était la nouvelle vague. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres si tu veux. Ah oui, non, bien sûr. Non, mais là c'est ta sélection, et dans ta sélection, j'ai une petite sélection dans la sélection. Tu vois, ça. Ah bah c'est ce qu'on fait, c'est ce que tu. Voilà. Je fais ce que tu dis. L'idée est évidemment de dire aux gens, il y en a plus dans le livre, mais si jamais, vous pouvez déjà découvrir ça. Et regardez les bons conseils qu'on vous donne. En gros, c'est ça. Page 124. Page 124. Alors là, on est dans le polar. Alors là, attention, là, c'est le moment où ça. Là, c'est le moment où c'est du sérieux. Ouais, j'ai mis des choses assez évidentes dans l'ensemble. J'ai mis The Savior de Ronnie Yu, que j'aime énormément parce que c'est en fait. Il y a un truc chez Ronnie Yu qui est super, c'est que c'est quelqu'un qui fait. Alors Ronnie Yu, il vient aussi de la nouvelle vague, hein, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui embrasse complètement ses influences occidentales. Tu vois, au point où il les cache pas du tout. Et c'est super passionnant dans The Savior, parce qu'il y a des scènes de giallo pur, en fait. Mais tu sais, pas du tout déguisé, quoi. C'est véritablement du giallo. Et je trouve ça assez fou, en fait. C'est complètement. Enfin, les scènes de meurtre sont folles, quoi. En dehors du fait que sinon, ça reste un polar urbain relativement classique. Il n'empêche que de temps en temps, t'as des petites incartades dans le giallo au moment des meurtres qui sont assez intéressantes et qui, pour le coup, sont des pures scènes de cinéma occidental, quoi. Et voilà. C'est un espèce de truc un peu frankensteinien, et moi, ça me fait un peu rigoler. Même si c'est pas très drôle dans le film. Hein. C'est vraiment le crado. Yes Madame, forcément. Donc oui, c'est vrai que je l'ai appelé Yes Madame. Mais bon, on saura de quoi on parle. Parce que le Girl with Gun ici, c'était important d'en parler. Et puis que c'est un genre très important, très populaire. Et puis qu'on parlait tout à l'heure des valeurs féminines, tout ça dans le cinéma asiatique. Effectivement, il y a quelque chose en plus avec le Girl with Gun qui est hyper intéressant. C'est vrai qu'on a tendance, tu sais, à penser parfois, on pourrait se dire c'est un film d'action avec des femmes. Ça pourrait être un courant d'exploitation un petit peu lubrique, alors que pas du tout. Les héroïnes de Girl with Gun, c'est pas des héroïnes sexualisées, c'est pas du tout ça, quoi. C'est véritablement des femmes d'action au sens premier du terme. Tu vois, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et en fait, c'est quelque chose de vachement fort, en fait, d'aborder ça comme ça. Et donc, je trouve que c'est un courant très important. Et Yes Madame, c'est un film que j'adore de toute façon, donc voilà. Bon, sinon, j'ai placé évidemment les classiques, hein, Le Syndicat du Crime, City on Fire, parce que Ringo Lam, forcément, hein, on va pas refaire l'historique encore une fois. J'ai mis Le Sens du Devoir 3, parce que je trouve que c'est un des plus jouissifs, en fait, de toute la saga. Jonathan Adia est d'accord avec toi. Ouais, bah oui, je me doute. Non, il est vraiment super, Le Sens du Devoir 3. Ensuite, j'ai placé, après, des trucs assez Alors moi, j'ai été surpris de voir Infernal Affairs,
qui pour moi n'est pas du tout un film d'action. Hein. Il y a une fusillade avec un effet de style vite fait pour dire ce n'est pas un film d'action. Oui, bah écoute, c'est une fusillade, donc ça compte. Non, mais après... Il y a un type qui tombe sur une voiture, c'est un film Après, d'action. Infernal Affair, c'est un film, c'est plus un polar, un thriller quasiment politique qu'un film d'action, on est d'accord. Mais il n'empêche que c'est un film très important dans l'industrie, je ne me voyais pas ne pas le citer. Tu vois. Alors même si après moi, vous pouvez me jeter des pierres si vous voulez, moi je suis un grand défenseur des infiltrés, donc voilà, j'aime énormément les infiltrés. Parce que ça y est, il m'a viré du. Non, j'aime énormément les infiltrés, j'aime énormément ce que Scorsese a fait de ce scénario, même s'il bullshit un peu en disant qu'il n'a jamais vu Infernal Affairs, mais ça c'est une autre histoire, j'y crois moyennement, mais bon, j'aime énormément les infiltrés, mais je trouve qu'Infernal Affairs, pour sa popularité, pour ce moment-là un peu monotone, où il ramène un petit peu les regards sur l'ex-colonie. Voilà, je le trouvais hyper important. Sinon, j'ai aussi mis The Mission, qui finalement n'est pas non plus un film extraordinairement spectaculaire, si on va par là. Il y a des fusillades, mais c'est des fusillades stylistiques, là. Il y a des fusillades. En fait, ce qui est intéressant dans The Mission, c'est ça. C'est que moi, je me suis toujours dit que Johnny To, c'était le chaînon manquant entre Ringo Lam et John Woo, pour schématiser. Dire que c'est le mec qui peut... faire du polar rugueux, assez réaliste, assez pessimiste, tu vois, Election, quoi, et de temps en temps se laisser aller à quelques escalades un peu stylisées, alors qu'effectivement, non pas un millième de la volonté héroïque ou romantique de John Woo, mais de temps en temps, tu vois, qu'il pouvait paraître un tout petit peu surréaliste, et on a un petit peu ça dans The Mission, c'est-à-dire que l'escalade finale, où vraiment, on se laisse aller à du spectacle, quoi, alors que voilà. Enfin, pour moi, c'est le chaînon manquant entre les deux. Je trouve ça toujours intéressant, c'est Johnny To. Et sinon, j'ai mis Crime Story de Kirk Wong parce qu'en fait, ce qu'il fait de Jackie Chan dans ce film est incroyable. Voilà. Je vais juste revenir vite fait sur Infernal Affairs. J'ai dit évidemment par rapport au côté action, mais en effet, c'est un très grand film et ce serait con de ne pas le citer. Voilà. Enfin, disons que là, on est dans le polar, si tu veux, donc aborder comme un polar, voilà. Oui, ça c'est sûr, on est dans le polar. On est dans le polar. Page 141. On y arrive. Non, je te suis. Les gens ils disent, on est à l'école, page machin, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Qu'est-ce que vous analysez, s'il vous plaît? Selon vous, que veut dire l'auteur par watchlist? On n'a pas fait tous les petits sous-titres à chaque fois qu'il y a watchlist, il y a un petit truc en dessous. J'ai mis Le bras armé de la loi, parce qu'en fait, c'est un film extrêmement littéral, en fait, si tu veux. Genre une invasion de Chinois à Hong Kong, voilà ce que ça veut dire. Je pense que c'est facile à interpréter, quoi. The Big Hit, parce que c'est un film dégueulasse et extrêmement jouissif. Mais dégueulasse, là c'est quand même d'une violence assez folle. The Big Hit, c'est assez extrême comme truc, qui n'est pas encore le Big Hit le Big Hit américain. Alors j'ai mis Le Syndicat du Crime 3, que j'ai envie de défendre. Hein, il revient le Syndicat du Crime 3. Il revient. Normalement, il est dans deux catégories. Non, c'est le premier que j'ai mis dans l'autre. Ah oui, non, ici c'est le 2, pardon. Non, là j'ai mis Le Syndicat du Crime 3 que j'ai envie de que j'ai envie de défendre et qui comprend quand même un des symboles les plus premiers degrés possibles à la rétrocession et au massacre de Tiananmen, donc c'était important de le mettre, tu vois. Une balle dans la tête. Souvent rabaissé, mais c'est un très bon film quand même. Souvent rabaissé, puis un petit peu entaché par l'histoire qui l'a précédé, quoi, et puis le fait que Choyark s'approprie un petit peu tu vois, même si John Woo, je pense qu'il aurait pas voulu le faire, mais il s'approprie quand même l'idée de John Woo qui voulait faire un préquel dès le 2, quoi. Donc c'est assez rigolo et ça représente assez bien ce qui est devenu l'espèce de producteur Choyark, tu vois, l'espèce de monstre. Tu vois, on l'aime, mais bon, ça devait pas être facile de vivre à ses côtés, quoi. Une balle dans la tête, voilà, qui est un de mes favoris de John Woo, à toute épreuve, forcément. Police Story 3, Super Cop, moi qui est un film qui m'enthousiasme beaucoup. Voilà, et puis qui est assez intéressant aussi au vu des enjeux, parce que là, on a quand même une histoire de force spéciale continentale et de flics de Hong Kong qui s'allient ensemble pour un syndicat du crime. Je veux dire, Jackie Chan, en plus de ça, on le sait, politiquement, est une girouette, et c'est donc assez drôle. Une girouette ou un opportuniste, je pense que c'est plus pour aller dans le sens de sa carrière, hein, on va pas se mentir. C'est un film qui symbolise un petit peu ça, et moi ça me fait assez marrer. Made in Hong Kong, qui est un film fantastique aussi là-dessus, qui est ressorti il y a pas très longtemps chez Carlotta, d'ailleurs, c'est intéressant, on peut toujours placer un petit big up. The Longest Summer aussi, The Longest Summer de Fruit-chan, qui est fantastique. C'est vrai que j'ai mis 2 Fruit-chan, tiens, je me rends compte là maintenant, mais il a beaucoup bossé au moment de la rétrocession. Un film dont je parle pas tant que ça dans le livre, pas tant que j'aurais voulu, mais que j'adore, c'est effectivement Time and Tide. On parlait de montage au début de cette vidéo. Je pense qu'en matière de montage et de découpage, vous trouverez difficilement quelque chose de plus foutraque, mais aussi enthousiasmant que Time and Tide. C'est-à-dire que c'est complètement fou, tu vois. On a des gens qui se lèvent et d'un coup on a un fort accord, la personne se retrouve à l'autre côté de la place, mais tout va dans le sens de la dynamique, c'est complètement dingue. Et puis il faut très vite. Time and Tide, cette fois, j'ai vérifié avant de parler, il est dans 2 watchlists.
Oui, Ok, alors d'accord. ça j'avais le droit, tu vois. J'ai pas pu le mettre autant que je voulais dans le texte principal, Je me donc suis dit, il l'aime beaucoup, le film. Il j'ai veut vraiment dire celui-là, tu vas le voir. j'aime énormément Time and Tide, et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, et je vous encourage surtout à ne pas trop vous concentrer sur l'intrigue. Je ne sais pas si quelqu'un au monde a totalement saisi tous les enjeux de Time and Tide, je sais même pas si Treyarch les comprend lui-même, mais c'est pas grave, parce que D'après ce Treyarch qu'il c'est a avant dit, tout... non. D'après Non, ce qu'il a dit, absolument non. pas, absolument Je pas. pense, je Pour lui, pense que c'est c'est un quelque film chose pour d'extrême, il en regarder est content. et il faut pas le surintellectualiser. Il faut pas commencer à dire Non, oui, c'est un grand film, non. machin. Regarde-le, Après, sens-le. après, d'un autre côté, il relève, tu sais, des enjeux et il a un discours qui pourrait pousser à l'intellectualiser quand même. Il y a beaucoup de symbolique dans Time and Tide, tu vois, ne serait-ce que celle de la naissance et tout ça. Et les envahisseurs, tu vois, qui viennent d'Amérique du Sud, bien sûr. Mais je pense que pour moi, Treyarch, je l'aime énormément parce que, à mon sens, c'est un réalisateur extrêmement visuel et c'est vraiment là-dessus qu'on doit le juger, quoi. Et honnêtement, en termes de découpage, en termes de mise en scène, Time and Tide, c'est un truc de dingue. Et voilà, j'ai mis Élection à la fin, puisque c'est un de mes films préférés de tous les temps. Après, en théorie, j'ai mis Élection, mais en fait, mon préféré, plus j'y repense, et plus je préfère Élection 2. Donc voilà, ne m'en voulez pas. Et puis la petite dernière, Ah, 157, et là, comme ça, on a fait le tour. Comme ça, celle-là, on a. celle-là, Oui. c'est la plus drôle. C'est la plus difficile, je pense, à faire d'une certaine manière aussi. C'est la plus drôle, puisque c'est celle de quelque chose qui marche pas. C'est celle de Hong Kong aux États-Unis. Oui. Alors, moi, j'aime énormément Chasse à l'homme, hein. Je vous le dis, il y a un épisode de HCAS qui est entièrement consacré à Chasse à l'homme. C'est un film que j'aime beaucoup parce que John Woo, il avait quelque chose, il a une démarche très intelligente que j'ai pas retrouvée chez beaucoup de Hongkongais expatriés. C'est-à-dire que John Woo, quand il arrive aux États-Unis, il fait un truc, c'est qu'il est fan de autant de son propre héritage, mais il a aussi beaucoup d'influences très occidentalisantes, que ce soit celle de Peckinpah, que ce soit celle de Jean-Pierre Melville, enfin, et tas de trucs. Et c'est-à-dire que John Woo, il triche pas. C'est-à-dire qu'il arrive aux États-Unis et il a choisi d'embrasser peut-être son versant le plus américanisant. Même s'il s'américanise un petit peu déjà avant d'y aller, Hard Boiled est un film beaucoup moins extrême, je trouve, dans le propos et la mise en scène que pouvait l'être The Killer, par exemple. Mais en tout cas, quand il arrive aux États-Unis, il fait Chasse à l'homme, qui est un film qui est extraordinairement inspiré par tout ce qu'il aime dans le cinéma américain. Et du coup, pour moi, ça colle, quoi. Ça colle, même si Bro, il a des limites. Notamment une grosse limite, c'est le jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme. Euh, comparé à ses icônes à lui, si tu veux, c'est très compliqué, quoi. Quand tu te retrouves avec Jean-Claude Van Damme à gérer, c'est pas la même chose que de gérer ton alter ego qui était Chogging Fat, quoi, par exemple. J'ai mis Jackie Chan dans le Bronx. Alors Rumble in the Bronx, tout simplement parce que c'est peut-être un des premiers films qui m'a fait découvrir. Tu vois, quand j'étais gamin, quand tu le revois avec les années, peut-être que tu le trouves moins brillant. Tu vois, Rumble in the Bronx, mais je me rappelle que quand j'étais gamin, c'était la folie, quoi. Puis c'est presque le film de l'explosion américaine, tu vois, avant Rush Hour, c'est ça, quoi. Donc ça me paraissait important. Après, j'ai pas mis Répliquant. Ah si, j'ai mis Répliquant. Excusez-moi. Voilà, j'ai eu un doute là. J'ai mis Répliquant, qui est un film que j'aime modérément, mais que je trouve intéressant. Alors, en tout cas, en termes de symbolique, il est intéressant. Et si j'ai mis Rush Hour 2, c'est beaucoup plus disons, pour sa réussite commerciale qu'artistique, hein, tant qu'à faire, mais bon, c'est important. Et j'ai quand même fini par mettre The Foreigner, parce qu'en fait, c'est un des films de Jackie Chan les plus récents que j'aime le plus. Vraiment, je trouve qu'il a beaucoup plus d'intensité dramatique. Il a un jeu beaucoup plus versatile, je le trouve très intéressant parce que j'aime pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Tu vois, les Vanguard et compagnie, tous ces trucs-là un peu préfabriqués, je trouve ça vraiment horrible, quoi. Enfin, véritablement. Alors, je sais qu'il y a des fans hardcore de Jackie Chan qui sont attaqués là-dessus, mais moi, j'arrive vraiment pas à accepter ce point-là de sa carrière. Donc, je préfère me rabattre sur The Foreigner. Et en plus, il y a un metteur en scène derrière la caméra qui est Martin Campbell, alors qui est pas le mec le plus régulier du monde, mais qui là, pour le coup, s'en tire plutôt bien, je trouve. Donc voilà, j'ai aussi mis La fiancée de Chucky, ça me faisait marrer parce que Ronnie Yu, c'est quand même arrivé aux États-Unis, il est passé d'un type à la personnalité incroyable à une espèce de faiseur très très solide, tu vois, de slasher et de néo-slasher, quoi. Et c'est une carrière très étrange en fait, quand on y pense, tu vois. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Et voilà, là, on est bien là. Et ben voilà, ouais, là on a fait à peu près le tour. Donc évidemment, si vous voulez en savoir Il plus, y a d'autres parties hein, où il n'y a pas de watchlist, mais il y a d'autres parties. il y a d'autres trucs. Ça finit même par des biographies d'acteurs, de réalisateurs, tout ça. Voilà, Donc, des trucs un donc peu oui, plus en tout à détail. fait. Donc, hein, je rappelle le livre, hein, je remonte-le encore bien pour que tout le monde le voit. Hong Kong Action, écrit par monsieur, ici présent. Donc vous voyez qu'il aime le cinéma d'Hong Kong, qu'il en parle vraiment, hein, déjà, ça peut paraître bête, mais voilà. Et puis, on a fait un petit tour. Et évidemment, il y a plus dedans, hein.
Bien Et sûr. puis avec ça, vous vous êtes paré pour l'aventure Hong Kong. Alors on va finir par encore 2-3 questions à la con, Ah histoire de bah, finir dans la joie et on est dans la là. bonne humeur. Je crois que je suis là que pour ça. Mais le problème, c'est que tu as déjà répondu à beaucoup, donc je suis en train de les... Ah bah, refais-les, on a le temps. Non, non, tranquille, tranquille. Alors, cette fois-ci, il faut répondre oui ou non, vrai ou faux, mais surtout oui ou non. De Qu'est-ce que manière c'est assez encore que rapide. ça? Encore une fois, le rapide, c'est juste pour... Non, mais Alors, ça tu mets la pression, là. oui, justement, pour ça. C'est pour pas finir trop tard, c'est l'excuse. L'excuse bidon. Alors, Donnie Yen va-t-il percer aux USA? Ah, c'est déjà fait. Donc Ah, ça veut dire plus que que demain, ça, on lui donne plus le que rôle ça. principal dans un film américain? Ah non, j'y crois pas du tout. D'accord. Pourquoi? À cause de la langue? Parce que c'est pas son domaine? Parce qu'il fait plus d'entrées en Chine tout seul? Déjà? Non, mais je pense qu'en plus, enfin, bizarrement, le cinéma d'arts martiaux, son développement aux États-Unis, c'est compliqué, tu vois? Je veux dire, maintenant, on voit ça au travers de la série B, voire de la série Z parfois, donc non, pour moi, c'est très compliqué et puis en plus, je pense pas qu'on lui donnera un vrai rôle dramatique. Il n'est pas du tout reconnu pour ça en Occident. Donc non, je pense vraiment pas que même si à l'heure actuelle, c'est la superstar la plus populaire en Chine, je pense vraiment pas qu'il atteindra plus que ce qu'il fait déjà aux États-Unis. C'est déjà énorme, hein, enfin, tu vois? Et encore, Ip Man 4 perce énormément en Occident. Faut pas oublier que dans Ip Man 4, il y a aussi littéralement Bruce Lee dans le film. Je pense que ça joue énormément. Et Scott Adkins, faut pas l'oublier. Scott Adkins, il a une grosse fanbase, hein, quand même. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il percera plus que ça. Et puis il est pas tout jeune, hein, Donnie Yen. Donc c'est compliqué. Hein. Ça commence Il à a 60 ans. peser. Il a 60 ans. Et je crois qu'il avait dit qu'il voulait faire moins de films d'arts martiaux, qu'il voulait diminuer le nombre de combats. Pour ça qu'il a fait un film qui s'appelle Big Brother, je crois, dans lequel bien il sera sûr, mais c'est toujours très difficile de sortir de ce carcan-là. C'est très compliqué. On a vu ce que ça donnait quand Jet Li a essayé d'ajouter une palette dramatique à son jeu. Ça n'a jamais été la grande folie, quoi. Et c'est la grande difficulté des acteurs d'arts martiaux, c'est que d'abord t'es jeune, entre guillemets, ou se mettre ta forme physique, mais t'es un inconnu. Faut percer, il faut travailler, peut-être aussi avoir plus de charisme, tout ça qui arrive un peu avec la maturité. Et quand ça arrive, Donnie Yen, tu vois, tu vois, ouais. mais les années ont déjà passé quand même. Ouais, mais Ip Man, c'est presque le rôle de sa vie. Alors nous, on le voit comme ça parce que c'est peut-être le rôle de sa vie. En tout cas, c'était le rôle parfait pour lui. C'est ce qui s'est passé avec Ip Man est assez incroyable. Hein. Je pense pas que c'était hyper prévisible non plus. Mais par exemple, tu vois, on parlait au début de Bruce Lee, évidemment. Bruce Lee, c'est le regret extrême qu'on aura, c'est qu'on n'aura pas su. Parce que Bruce Lee, il avait véritablement, c'était peut-être l'un des seuls à avoir le vrai potentiel de devenir une vraie star hollywoodienne, en fait. De par les relations qu'il avait avec d'autres acteurs, déjà, de par ses collections dans l'industrie. Alors effectivement, il y a peut-être que le succès à titre posthume, ça fait vendre, hein, tout bêtement. Mais je pense que Bruce Lee, il avait vraiment quelque chose, quoi. On le voit en interview, on voit sa personnalité. C'était quelqu'un qui était même drôle en fait par instant, et puis qui avait un vrai bagage intellectuel, qui était super intéressant. Et je pense que c'est toujours le grand regret qu'on aura. C'est effectivement le plus grand potentiel gâché de l'histoire, quoi. Tout à fait. Deuxième question. John Woo est-il un produit de Tsuyark? Non. Non, évidemment que non. De toute façon, c'est pas compliqué. John Woo, il doit certainement beaucoup de choses à Tsuyark. En fait, disons que Tsuyark a été assez intelligent pour savoir ce qu'il devait en faire et pour le placer dans sa zone de confort. Tu vois. Voilà, ça c'est une vraie vision de producteur, c'est une vraie vision de businessman, et c'est quelque chose qu'il a parfaitement fait. Après, John Woo, son esthétique n'appartient qu'à lui de toute façon. Voilà, je veux dire, le courant de l'Heroic Bloodshed, pour citer la chose la plus évidente, il la doit à personne d'autre qu'à lui-même, il la doit à son propre bagage, pas celui de Tsuyark. Donc il n'y a aucun problème. Et puis de toute façon, honnêtement, si on parle encore une fois en tant qu'occidentaux, quand tu regardes le nombre de personnes qui se réclament avant tout de John Woo, c'est assez fou. Le nombre de films qui sortent, qui respirent encore l'influence de John Woo. Je veux dire, on est en train de parler on est entre nous là, à des moments où les John Wick bénéficient d'une hype de folie. Enfin, ils doivent ça à qui, quoi? Je veux dire, on va pas se mentir. Matrix, en dehors de Ghost in the Shell, quelle est l'influence majeure qu'on a dans Matrix, film qui a révolutionné la science-fiction en 99, évidemment, c'est John Woo. Et je pense qu'à ce moment-là, personne ne l'associe à Tsuyark, tu vois. Donc non, c'est absolument pas un produit de Tsuyark, bien sûr que non. Jean-Claude Van Damme aurait-il eu une carrière de meilleure qualité s'il avait tourné à Hong Kong que à Hong Kong? Bah écoute, de toute façon, la question se pose pas puisqu'il a pas réussi. Voilà. Je pose la question. Écoute, non, je pense pas. Pour te répondre, je pense pas, non. Non.
De toute façon, et puis la preuve que non, puisque quand il a des réalisateurs hongkongais derrière lui, on voit ce que ça donne, parce qu'encore une fois, Jean-Claude Van Damme, alors déjà en termes, on pourra débattre de ses capacités martiales, plus ou moins, voilà, hein. Puis d'autant plus que quand il a été drivé par des Hongkongais, il n'était pas dans la période la plus saine de sa vie, notamment en ce qui concerne la consommation de substances illicites, mais non, je pense pas. Je pense que de toute façon, on voit les acteurs qui sont devenus des icônes hongkongaises, notamment quand on parle du polar ou du thriller, ce sont pas juste des héros d'action, en fait, que ce soit Chow Yun-fat, soit Tony Leung, tous ces gens-là, c'est des super acteurs dramatiques avant tout. Je veux dire, Jean-Claude Van Damme, malgré toute l'affection qu'on peut lui porter, il a pas un millième du talent dramatique de Chow Yun-fat ou Tony Leung ou je ne sais qui d'autre, c'est impossible. Ce que tu dis là me permet de rappeler qu'un bon film d'action, c'est pas juste un film où il y a de l'action. Surtout pas un bon film d'action hongkongais en plus, tu vois, parce qu'au final, les grands acteurs de l'action hongkongaise, quand tu regardes qui c'est, je parle du polar encore une fois, sont pas forcément des gens qui sont reconnus pour leur capacité physique exceptionnelle, pas du tout, tu vois. Chow Yun-fat n'est pas un phénomène physique, pas du tout, hein, on est d'accord. Mais pourtant, voilà, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'inexplicable. Non, mais qu'il faut qu'il y ait un truc en plus que de l'action pure. Je suis d'accord là-dessus. Alors, question suivante. Cynthia Rothrock est-elle l'actrice la plus douée du cinéma d'arts martiaux? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Cynthia Rothrock, elle tabasse. Ah, Cynthia Rothrock, elle tabasse, ouais, mais je pense pas que ce soit l'actrice la plus douée du cinéma d'arts martiaux, non, bien sûr que non. Quand tu vois Yes Madame, le final extraordinaire, non, c'est vrai. Tu vois Cynthia Rothrock qui commence, qui fait un truc de ouf, Michelle Yeoh qui se débrouille bien, très bien, mais à la comparaison, tu vois, il y a une différence. Ah bah oui, mais il y a une différence. Alors déjà, il y a quelqu'un qui a un bagage artistique et quelqu'un qui a un véritable bagage martial. Ça se voit à l'écran, forcément. D'autant plus à Hong Kong où on joue pas énormément sur le montage pour enjoliver les combats, quoi. Surtout à ce moment-là. Mais non, je pense qu'en termes d'aura, de charisme, bon, je mets Michelle Yeoh au-dessus, en fait. Et puis Michelle Yeoh, en termes d'application, elle se défend quand même. Hein. Tu vois, elle fait beaucoup de choses elle-même, mine de rien. Mais Cynthia Rothrock, c'est aussi quand même le symbole du Weilo qui a plutôt réussi, quoi. Je veux dire, c'est effectivement. pas tous les Weilo à une époque. Là, je pense que pour le coup, on peut pas trouver d'exemple beaucoup plus parlant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même plus l'appeler Gweilo, quoi. Cynthia Rothrock, c'était quasiment une actrice hongkongaise à part entière, quoi. C'est autre chose que le Gweilo qu'on ramène pour jouer, tu sais, le faire valoir, quoi. C'est presque la place de l'acteur asiatique dans le cinéma américain aujourd'hui, quoi. C'est quasiment le principe du Gweilo inversé, si tu veux, quoi. Et non, Cynthia Rothrock, évidemment, on pouvait quasiment monter un projet autour de Cynthia Rothrock, quoi. Ce qui est quelque chose d'assez inégalé dans le cinéma hongkongais, quoi. Inégalé et sans doute inégalable. Ah bah pour le coup, oui, clairement. Alors, question suivante. Voilà, je connais la réponse, mais le cinéma HK va-t-il revenir? Ah bah là, pour le coup, alors tu sais quoi, ce qui est assez rigolo, j'en parlais l'autre fois, c'est que quand je termine mon livre, quand je termine ma conclusion, j'essaye de mettre un peu d'espoir là-dedans. Malheureusement, les lois sur la sécurité nationale sont parues, ont été entérinées peu de temps après, ce qui flingue tout. Donc non, clairement, il n'a plus aucun moyen de revenir, c'est terminé. Définitivement, puisqu'on sait que maintenant, le bureau du cinéma, enfin la censure chinoise, va pouvoir retoucher les films en cours, les films préexistants et les films passés, ce qui est vraiment, pour le coup, quelque chose de jamais vu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retourner chercher des films qui seraient plus du tout en accord avec les valeurs du régime chinois, pour les remodeler à d'autres guises, ce qui là pour le coup est absolument dramatique. Donc à partir du moment où cette chose-là est entérinée, je pense malheureusement que l'espèce de fougue, l'espèce de rage qu'on a connue pourra plus jamais renaître, évidemment. Ouais, mais ça c'est horrible parce qu'en plus ils vont tuer ce cinéma. Ils vont tuer ce cinéma et ils vont tuer son héritage et ils vont certainement tenter de tuer absolument tout ce qu'il en reste, quoi. C'est-à-dire que déjà d'un point de vue physique, on va avoir de plus en plus de mal à retrouver les choses telles qu'on les a connues, quoi. Et il y a des films, honnêtement, je sais pas quel traitement ils vont avoir, mais ça va être assez catastrophique. Justement, quand on parle du chapitre sur la rétrocession, imagine tous les grands films que ça a indirectement induit. Quand il va falloir retoucher à ces films-là, ça va être difficile, là. Qu'est-ce qui va en rester finalement, quoi. Tu vois, tu te demandes s'ils vont pas juste supprimer les films, quoi, en fait. Ouais, peut-être juste supprimer je sais pas moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais de Full Alert ou même de Hardboiled dans son propos si tu veux te retrouver totalement en accord avec les valeurs du régime, tu peux plus projeter ça, quoi. Parce que Hardboiled, tu vois, en termes de réflexion, alors c'est pas une réflexion très poussée, mais en tout cas en termes de réflexion de fond sur la montée de la criminalité, sur l'influence des triades entre le continent et Hong Kong,
par exemple, c'est quand même un sujet bouillant, quoi. Et puis je parle même pas de tous les on fire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait des on fire? Ben, on les brûle. Très clairement, on les brûle. Je veux dire, School on fire, Prison on fire, c'est fini, quoi. Ça peut plus exister, là. Et ça, on se dit que, ouais, ils vont sans doute les stocker dans des endroits en plus où ils vont pas faire attention, c'est-à-dire où ils vont être, déjà ils font déjà pas attention, hein. Bah alors là, ça va être pire. J'allais dire, déjà que c'est pas très, bah là, ça va être conservé comme de la merde. Donc les gens, faut le regarder maintenant, ce cinéma. Attendez pas, carré. Et pour vous aider, vous avez ces. Là, pour le coup, vous avez le droit de les télécharger, hein. Personne ne vous en voudra, hein, parce que bientôt, ce sera les seules traces restantes. Donc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les années, la qualité visuelle, pour certains, sera irregardable, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ce sera plus un truc d'archéologue plutôt que de gens qui prennent du plaisir. En tout cas, il y aura beaucoup de mal à avoir des restaurations, très clairement, quand on n'a pas accès au matériel, oui, c'est sûr. Donc, ouais, compliqué tout ça. Ouais. On aura le droit qu'à des opérations Red Sea en boucle, pour dire qu'on est les meilleurs, quoi. Et les brigades des 800. Ouais, voilà, oui. Très bien réalisé, mais par contre, j'aime bien ceux qui me disent qu'il n'y a pas de. Il y en a qui vont oser me dire, mais non, mais il n'y a pas de propagande dans le film. Je sais pas. Alors là, il faut vraiment être semi-aveugle. Oui, quand non, même. mais c'est pas grave. Hein. Ça aux gens. Non, il n'y a pas de propagande. Je sais pas, j'ai vu ça. Eh ben, dis donc. Tous les films ont un peu de propagande, entre guillemets, tu vois, parce qu'ils parlent d'un mode de vie ou je sais pas quoi, tu vois. Mais, évidemment. Mais là, putain. Ceux-là sont quand même cofinancés de telle manière que de toute façon, tu peux pas éviter la propagande. Même Mulan est un film à 50% propagandiste, hein, quand même, faut le rappeler. Donc, non, je pense que pour le coup, les drapeaux rouges qui flottent dans les airs, c'est assez parlant. Ouais, surtout quand le drapeau risque de tomber, tu vois ce que je veux dire. On voit ce qu'on va dire. De ce film. Hein. Effectivement. Surtout qu'en plus, ils mettent pas le bon drapeau juste pour... Bref. Allez, question très conne pour le grand public qui nous suit encore maintenant. Allons-y. Dans le cinéma de Hong Kong, les personnages, ils volent tout le temps, non? Alors ça, c'est que les gens qui ont vu Tigre et Dragon, du coup. C'est ça? Non, moi j'ai vu Héros aussi, il volait aussi. Ouais, mais Héros, c'est pas un film. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, alors écoute, je l'explique un peu dans le livre. Pourquoi on transcende la réalité comme ça. Et donc non, effectivement, c'est qu'une partie visible de l'iceberg, donc il ne vole pas tout le temps, évidemment. De toute façon, la littérature wuxia n'émane pas de ça, quoi. Donc non, c'est... En fait, il y a un côté de transcendance de la réalité qui est hyper important dans le cinéma de Hong Kong, mais après, ça, je vous invite à aller vous renseigner, et puis je vais faire un peu de pub, à lire la première partie notamment. On s'appesantit pas mal là-dessus, en fait, pour expliquer un petit peu d'où ne vient pas finalement. Parce que ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on ne t'explique jamais pourquoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que ça fait partie de l'univers, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, on a tendance à parfois être très cartésien, à vouloir comprendre pourquoi tel ou tel personnage a des pouvoirs, ou pourquoi lui peut se transformer comme ça. Et ce qui est assez fascinant dans le nombre de wuxia, à partir de la seconde vague, on va dire, c'est que ça fait partie de l'univers et c'est comme ça. Tu vois. Et les personnages, ça les choque pas. Tu vois, dans Detective D, quand il y a des divinités où les statues commencent à prendre vie, en fait, ça choque personne, ça fait partie de l'univers. Et ça, c'est super plaisant finalement. Donc, non. Alors, effectivement, dans le cinéma le plus contemporain, disons que dans ce qui ressemble à du wuxia aujourd'hui, oui, effectivement, on a des personnages qui volent au-dessus du sol, on a des gens qui montent sur des chevaux et qui vont sous l'eau. En même temps, c'est ludique, c'est rigolo. Voilà, bon, c'était la dernière question débile. D'accord. Donc, bah voilà. Bah, merci. Merci à toi d'être venu pour échanger de cinéma de Hong Kong. Comme toujours, très plaisant de parler de ce cinéma. Merci à toi. Donc, voilà, le livre. Hein. Bah, on est là pour ça. Hein, donc, c'est vrai. C'est Art Dark, que j'arrive à prononcer. Art Dark Édition, effectivement. Art Dark, t'as vu, j'arrive toujours pas. Le deuxième livre de... C'est pas grave. Le deuxième livre de Art Dark Édition après l'excellent livre de Fabien. Qu'on a aussi présenté, d'ailleurs. Kaiju Weiser et Apocalypse. Un excellent livre de folie. Effectivement. Qui, pour le coup, lui, est un livre qui dit tout, surtout, qui raconte tout. Lui, c'est une encyclopédie. C'est fou. Là, c'est fou. Ouais. Et puis, ils ont prévu un autre livre. C'est Death Metal quelque chose. C'est Black Metal. Black Metal. C'est un comics, en fait, donc il va être édité en langue française pour la première fois. Donc c'est un comics qui existe déjà, c'est un comics américain. Et donc il y a un financement participatif en ce moment par le biais de Ulule. Donc il reste encore quelques jours. Donc honnêtement, si je vous encourage également à aller jeter un œil, et si le projet
vous plaît, bah, allez backuper parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Et puis bon, c'est des initiatives, on va dire dans le comics alternatif qui sont très importantes et qui sont nécessaires, je pense. Alors, maintenant, une petite dernière question pour toi. C'est quoi tes prochains projets? Alors écoute, mes prochains projets, alors il y a plusieurs projets, certains sont au stade embryonnaire, d'autres non. Après, mes projets actuels sont toujours les mêmes, ils changent pas, c'est-à-dire qu'on continue les podcasts, Hcast continue, Final Cut continue, même si là ça a été l'été, donc c'était la pause. Mais on y revient tranquillement. Sinon, j'ai un autre projet de livre. Alors, je peux pas dire ce que c'est, bien sûr, mais il est démarré, il est en cours, et donc il sortira quand il sortira, c'est-à-dire pas cette année déjà. Vous pouvez en être sûr, hein, parce que c'est un gros travail. Est-ce que je peux quand même te poser la question de est-ce que c'est toujours à peu près dans le même sujet, cinéma asiatique? C'est absolument pas du tout dans le cinéma asiatique. Non, il n'y a plus rien à voir. Donc voilà, ouais, il y a un autre projet de livre qui se fait avec un autre éditeur. Voilà, donc je peux le dire aussi, hein, il n'y a pas de souci à ça. Là actuellement, je travaille avec un autre éditeur sur un autre projet complètement différent. Après, j'avais besoin aussi de sortir de ce sujet-là, dans lequel j'ai baigné pendant 8 à 9 mois pour aller voir complètement autre chose, quoi. Donc c'est un petit peu. Puis voilà, j'ai besoin d'être actif. Je pouvais pas rester longtemps sans avoir un autre truc en tête, avoir une autre échéance, sinon je me perds un peu. Donc voilà, j'avais besoin de recommencer assez vite à bosser, donc c'est le cas. Donc c'est parti pour autre chose, pour un truc qui va nous emmener jusqu'à un an et demi là, de boulot, je pense. Donc voilà, c'est le prochain gros projet. Et ben voilà. Le cinéma d'action de Hong Kong, c'est de la balle. C'est synthétisé là-dedans. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un peu de l'histoire, tout ça. En fait, j'ai envie de dire, c'est une synthèse un peu de. C'est une synthèse. Voilà, de ce qu'est le cinéma d'action Hong Kong, selon certains genres et tout. Et au final, comme je disais, c'est très correct, c'est bien écrit, c'est plaisant. On reconnaît 2-3 trucs à gauche et à droite, comme j'ai dit, ça, je vois avec qui il a parlé. Par exemple, il y a le passage où, si je profite là, où il y a les types de Wuxia Pian, ça, je me suis dit, ça, c'est le HK Cinémagique. Ça. Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est écrit dans le livre. Ouais, mais attention, je dis pas que c'est caché, ni que c'est. Non, je dis juste que quand je disais ça, j'ai fait, ça, je connais. Bien sûr. Je ne le dis pas de manière négative, hein, attention. Et puis voilà. Comme je dis, je suis obligé de le signaler vite fait. Il y a une ou deux toutes petites coquilles, mais vous savez ce qui est génial avec les petites coquilles, c'est que si vous suivez la chaîne et si vous le suivez sur Hcast et tout ça, on pourra non seulement vous expliquer et vous pousser plus loin, et comme ça vous pourrez dire putain, je le savais, il y avait une coquille. Les gens maintenant. Avant vous le saviez pas, après ça vous le saurez. Voilà. Il y a 2-3 petits trucs pas très importants. J'en ai relevé, c'est plus des tournures de phrases ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Une honteuse faute de conjugaison. Terrible. Terrible. Disons que au début, j'en ai remarqué une ou deux, puis après, on se laisse embarquer dans le livre et puis on arrête de se poser des questions. Voilà. Et on finit sur de positif. C'est génial. C'est beau. Voilà, c'est bon. Arrête. Okay. Bon, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui nous regarderont. Merci à Marvin ici pour sa participation. Merci à toi et merci à tous ceux qui verront cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, voilà, quoi. Et puis j'espère que ceux qui ont lu le livre en sont satisfaits. Et voilà, vous envoyer un message. N'hésitez pas via les réseaux sociaux, principalement Twitter. Le reste, j'y passe pas beaucoup de temps, mais sur Twitter, vous pouvez nous retrouver. Voilà, le compte Hcast Final Cut, mon compte perso. Il n'y a pas de problème, je réponds. Pas tout de suite toujours, mais en général, je réponds toujours. Voilà. On va s'arrêter là. Merci encore et portez-vous bien. Le like, l'abonnement, tout ça, j'ai pas besoin de vous le dire, surtout après une heure quarantaine de vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.